Alors voilà, on est prêts. Il y a des gens qui nous ont écrit cette semaine. Hey, vous allez-vous faire des épisodes comme avant? Parce qu'on n'a rien contre Clem la traverse, là, mais on trouve qu'une heure et demie. Et voilà. Alors, autour de la table, plein de gens pour cet épisode, on peut dire régulier. Bien que ça reste. Il n'y a pas vraiment d'épisode régulier, mais c'est pas grave. Il y a plein de gens autour de la table. Godefroy Lando, fidèle complice, de retour. Oui, pour un épisode d'une heure sur Alain Souchon, c'est ça? Oui. Je suis excité. Ça sent bien, ça. Il ne faut pas dire ça parce qu'on va être obligé de le faire pour vrai. Ça ne serait pas inintéressant. Alors, merci d'être là. Retour de Mathieu Bellil, qu'on avait entendu un peu avant le temps des fêtes. Ben oui, j'étais venu faire mon tour. Vous êtes chroniqueur, il faut le dire. Heureux d'être de retour. Oui, avec plaisir. Une chronique qui s'appelle... Des nouvelles de nous. Des nouvelles de nous. Qui pourrait être aussi le titre d'un album d'Alain Souchon. Ça reste à voir. On a également une recrue, mais plus ou moins, parce que vous avez de l'expérience, Andréane Bissonnette, de La Chaire à Hull d'Endurant. Évidemment, une balado sur l'actualité ne peut pas ne pas avoir quelqu'un de La Chaire à Hull d'Endurant. Sur les États-Unis, beaucoup de nouvelles dans les derniers jours. L'année commence en force, donc on revient sur plusieurs événements des 16 derniers jours. Et notre invité cette semaine, Yves-Marie Abraham. bonjour. Bonjour. Moi, je trouvais intéressant de vous avoir parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Guérir du mal de l'infini, un livre qui essaie de nous vendre l'idée de la décroissance. Il réussit, en fait, je dois le dire. Et je trouvais qu'en janvier, on prend toutes sortes de résolutions, on a trop mangé, on a trop dépensé. Je trouvais que parler de décroissance, c'était tout à fait approprié au revenir du temps des fêtes. Je sais pas si on peut dire ça. Alors voilà, merci d'être là. On va parler de votre livre un peu plus tard. Voilà, on est prêt pour ce 14e épisode de la balado qui porte mon nom. Godefroy Lando, je vous entends du rire. Oui, c'est vous, ça, Fred Savard. C'est parce que je trouve que c'est lourd, des fois, de répéter mon nom pendant que je parle de ma balado. À l'origine, ce titre de balado, c'était pour la trouver facilement sur les réseaux sociaux. C'était pas pour la dire à chaque semaine. Alors voilà, j'ai décidé cette semaine de l'appeler comme ça, la balado qui porte mon nom. Et d'ailleurs, quand j'appelle les gens pour des sorties, entre autres, quand ils me demandent « Appelez-moi, il faudrait jaser de détails », c'est comme ça que je me présente. Alors, c'est Fred Savard de la balado du même nom. Et on gagne du temps, là, des secondes. Ouais. Écoutez, ça vient de tomber, il faut en parler. Je pense que ça va vous intéresser. Godefroy, la Cour suprême du Canada, qui a rejeté... je me rappelais plus que c'était pendant devant les tribunaux, mais vous savez que la Colombie-Britannique a contesté, en fait, le désir du gouvernement fédéral de faire son projet d'expansion du pipeline Trans Mountain qu'elle a acheté. Elle voulait le faire passer en Colombie-Britannique et la Colombie-Britannique a dit non, ils sont allés en cours en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique a rejeté, ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême du Canada et là, c'est tombé, ça vient juste de tomber. Le gouvernement fédéral pourra donc aller de l'avant avec son projet d'expansion du pipeline Trans Mountain. Alors, en fait, ça va permettre d'exporter le pétrole de l'Alberta vers la Colombie-Britannique, donc vers les marchés du Pacifique. On va passer de 300 000 barils à 890 000 barils à chaque jour. Alors, le Canada qui confirme son rôle de pétro-État plus que jamais. Et Godefroy, j'avais envie de vous entendre là-dessus. Parce que c'est des sujets qui vous Mais on va arrêter d'être coincés pour vendre aux États-Unis à bas prix. C'est eux qui sont devenus autoproducteurs. Dans le fond, dépassent leur production. Ils peuvent nos cibles, Godefroy, nos cibles de réduction des GES. Est-ce que je peux vous dire qu'on est à côté de nos cibles? Ça fait un petit bout de temps. Je disais, mais c'est dans votre livre, Yves-Marie Abraham, votre livre Guérir du mal de l'infini. Je pense que vous parlez justement comment on sera jamais... Ça va prendre 365 années juste pour respecter la baisse des gaz à effet de serre qui était prévue à la COP de Paris. Ouais, c'est un ordre de grandeur que je donne pour donner une idée de la vitesse à laquelle on est en train de faire cette transition énergétique. Ouais. Effectivement, elle est très très lointaine. À la vitesse très petite. De toute façon, on va revenir sur votre livre que j'ai beaucoup aimé, qu'au début, je n'étais pas sûr, je dois l'avouer. Je doutais. C'est bien. Mais plus j'avançais, puis à la fin, j'étais convaincu. Vous m'avez convaincu, je dois le dire. Cela dit, puis on va en parler aussi tantôt, c'est comment faire après ça pour sortir du monde dans lequel on vit. En tout cas, sur le plan économique, ça va être difficile, mais quand même, cette balado-là, il essaie. Bien que je me suis incorporé récemment, là, je regrette un peu parce que les entreprises, c'est mal. On l'apprend dans votre livre, entre autres. Arc, caca, les entreprises. Mais bon, je pense qu'on peut faire ça. Déchirer la facture que je vous ai fait, Fred. Déchirer le chèque que je vous ai donné. Ah, j'ai pas encore donné votre chèque, c'est vrai. Non, j'ai même pas eu d'accusé de réception à cette facture. Les gens l'oublient. Vous ne savez pas comment ça fonctionne, mais les chroniqueurs vont être payés cette année. Pas l'animateur, mais les chroniqueurs vont être payés, je tiens à le rappeler.
Mais c'est pas grave, c'est voulu. Mais voilà, là, j'ai commencé à distribuer des chèques. Alors mais vous mangez comment? Ben, j'ai d'autres projets. J'ai d'autres. Cette balado-là ne me fera pas mettre des toasts sur mon pain, comme on dit dans le milieu du hockey. Mais les chroniqueurs pourront le faire. Mais vous faites plein d'amis grâce à ça. Là. Ah non, mais de toute façon, c'est pas ça le but de faire de l'argent. C'est pas ça du tout. Cela dit, je trouve qu'on s'éloigne de l'essentiel parce qu'il y a une pétition qui circule cette semaine. Il y a des gens qui souffrent au Québec et je trouvais important parce que moi, je porte un tatou, je dirais pas où, mais je porte un tout petit tatou. Qui porte votre nom? Oui, le tatou qui porte mon nom. Non, mais c'est que Denise Bombardier, vous savez, Denise Bombardier a fait une autre de ses chroniques loufoques. Dont elle a le secret. Et je m'explique mal comment des gens peuvent encore la lire au premier degré et ne pas comprendre comment elle se joue de nous, cette femme, que j'ai déjà rencontrée dans une autre vie, dans une soirée mondaine chez elle, qui est une femme extrêmement drôle, extrêmement divertissante, mais faut pas la lire, faut juste pas la lire. Cette madame-là, elle a fait de belles choses, cela dit, on va y revenir, Mathieu Bellil. Mais aussi, elle faut provoquer un peu. Ben oui. Puis là, je vois ça passer, puis c'est les gens qui partagent ça sur les médias sociaux. Mais de quoi on parle, c'est des gens qui estiment... Elle a fait une chronique pour dire que les gens qui ont des tatous sont des dégénérés. En gros, je résume. Simplement. Qui a des tatous autour de la table? Moi, j'en ai quelques-uns. J'aurais aimé le savoir. Ah oui. Andréane, avant de vous accueillir. J'en ai juste un, moi, mais moi, j'ai pas été... Mais là, il y a une pétition qui circule et il y a même des gens qui estiment être victimes de racisme par rapport à des gens tatoués, par rapport à la chronique de Denise Bombardier. Alors, je pense qu'on vit une époque formidable. Voilà. Et je tenais à le dire. Le racisme? Comment le racisme? OK. C'est ça. La fameuse race des tatoués. Non, mais c'est parce qu'il y a des tatous tribaux. Là, oui. Alors, je me disais peut-être qu'il y a un lien, une appartenance tribale quelconque qui s'exprime par les tatous. Non, je dirais que c'est ça. Je pense que ça a à voir au désœuvrement général. Je pense aux messieurs de mon âge qui se sont fait des manches de tatous, qui ont peut-être mis un 8-9 000 là-dessus, qui n'ont pas fini de rembourser leur tatou, qui lisent Denise Bombardier. Je peux comprendre, ils sont en tabouena, mais de là... à signer une pétition. Il y a 10 000 noms. Ils n'ont pas hâte de se faire détatouer. Ils ont peur. Ils vont le faire. Ça discrédite même le principe de la pétition. Un petit peu, oui. Voilà. Cela dit, autre nouvelle qui m'interpelle un peu, la FTQ a fait une sortie publique pour annoncer qu'elle appuyait le Publisac. Moi, vous savez, je suis en guerre un peu. Je n'ai jamais dit à cette balado-là, mais j'ai appelé 8 fois chez Transcontinental pour leur demander de cesser de m'envoyer le Publisac parce que j'ai deux pancartes, moi. J'ai même un pictogramme, mais là, visiblement, les livreurs ne lisent pas les pictogrammes. C'est pas une aptitude. Ils ne voient pas. Alors, j'ai toujours un esti de Publisac qui m'attend le mercredi matin. J'ai appelé plusieurs fois. Cela dit, ils sont très polis. Oui, M. Savard, on va prendre ça en note. Ben oui, je comprends, vous ne voulez plus Publisac. Et j'en ai toujours. Et là, la FTQ appuie la poursuite du Publisac. Évidemment, c'est la FTQ. En fait, c'est les syndicats Unifor et Teamsters qui demandent à la mairesse Plante d'adopter un moratoire sur le projet parce qu'on sait qu'il y a un projet on veut, en fait, ce qu'on veut, et je pense que ça serait logique, c'est que les gens qui veulent un Publisac mettraient un logo pour en avoir un. Là, c'est l'inverse. Il faut que tu mettes un logo pour pas en avoir et visiblement, les livreurs ne le regardent même pas. C'est sûr, quand tu garoches le Publisac du rez-de-chaussée au deuxième et tu n'as pas vu l'interdiction que tu as collé sur ta boîte à mal. Mais moi, je l'ai une dans ma fenêtre en plus et mon voisin en a une. Et en tout cas, visiblement, je vais arrêter de me pomper là-dessus. Mais et là, la FTQ, mais ce qui est drôle, c'est parce que dans l'article, c'est ça, la presse, je crois, c'est les usines d'Anjou qui produit le Publisac et en Estrie qui récupère les circulaires pour en faire des boîtes de carton se sont dit en accord pour poursuivre la chose. Puis je trouve que la phrase, elle résume tellement bien, puis on va en reparler. Mais comment ça fonctionne pas, là. Quand vous avez des employés qui produisent un truc et les autres qui les accueillent, même intacts du sac, pour les recycler, je pense que le modèle ne fonctionne pas. Mais bon, la FTQ, qui est toujours disponible pour faire avancer la société, trouve que c'est une bonne idée qu'on continue à produire des Publisac. Et sinon, une autre grande nouvelle, Gwyneth Paltrow, qui met sur le marché une bougie qui sent son vagin. Je dois l'avouer, une bougie d'allumage. En fait, il y a un petit logo. C'est fort. Une bougie qui s'est écrite « This smell like my vagina ». Et Yves-Marie Abraham, je pense toujours à votre livre quand je lis des trucs comme ça, des produits qui sont mis sur le marché. C'est 49 $. Je ne sais pas ce que ça sent, cela dit. Je ne l'ai pas acheté, je voudrais pas... mais je trouve qu'on vit vraiment, vraiment, vraiment une époque formidable. Cela dit, parlant d'époque formidable, elle achève peut-être, si jamais la décroissance
sera. Et c'est justement, je pense, le moment d'y aller avec l'entrevue. Je vais commencer avec vous, Yves-Marie Abraham, avec votre livre « Guérir le mal de l'infini ». Voilà, on va arrêter le niaisage des nouvelles loufoques. Donc, parlez-nous de vous un peu. Yves-Marie Abraham, vous êtes professeur au HSC, mais votre parcours un peu? C'est ça, j'aurais pas dû être professeur dans une école de gestion. Je viens d'une famille d'artistes, donc je suis le raté de ma famille en fait. C'est assez bizarre, d'habitude c'est l'artiste qui est le mouton noir là, et moi je suis vraiment le loupé quoi. Donc, je suis vraiment le seul à pas l'être. Et donc je me suis retrouvé ici par les hasards de l'existence, mais assez heureux d'être au Québec. Oui. Assez heureux aussi d'être dans cette école qui finalement a une image extérieure d'un temple du capitalisme, et qui en fait est une école historiquement qui est assez intéressante, puisqu'elle a été conçue quand même par certes des bourgeois, mais des bourgeois qui voulaient se doter d'un moyen d'émancipation par rapport à la domination anglaise. Oui. Et ça, je pense créer un milieu d'affaires canadien-français, parce qu'à l'époque, on parlait pas de Québec encore, en tout cas de Québécois, mais oui, c'était ça, tout à fait. Et donc, je pense que ça explique en partie pourquoi il y a toujours eu des profs, des dirigeants même au sein de l'école, qui incarnait plutôt une vision assez critique du capitalisme libéral anglo-saxon, donc en faisant valoir d'autres possibilités. Et puis voilà, c'est ce qui fait que je m'inscris un peu dans cette lignée. C'est les anciens qui m'ont recruté et qui me donnent aujourd'hui la possibilité de m'exprimer sur des sujets un peu carrément anticapitalistes. Oui, mais non, mais il faut le dire, c'est ça. Donc, Guérir du mal de l'infini, avec un sous-titre, Produire moins, partager plus, décider ensemble. Et c'est vraiment un livre qui... en fait, c'est un livre étonnant parce que vous dénoncez, entre autres, assez rapidement le caractère sacré de l'entreprise. C'est drôle parce qu'en lisant, on comprend effectivement que c'est vrai qu'on sacralise l'entreprise privée, les marchés, mais la façon que vous le décrivez, on ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment ancré dans l'espèce d'imaginaire collectif. Ouais, c'est ça. C'était un peu l'idée du premier chapitre, de venir un peu frapper là-dessus, sur cette espèce d'évidence qu'on n'interroge plus. L'évidence de la croissance, mais l'évidence aussi de l'entreprise, de sa centralité dans notre monde. On ne peut pas imaginer un monde sans entreprise. Donc, or, cette entreprise, c'est une machine à produire des marchandises, toutes sortes de marchandises, y compris les plus ridicules, comme vous venez d'en évoquer. Oui, tout à fait. Et on parle pas des publicités. Et produire des marchandises, ça a des incidences sur le plan écologique, mais ça suppose aussi certains rapports sociaux qui sont problématiques, puisque au cœur de l'entreprise, on a un rapport salarial qu'on a appris à aimer, qu'on a appris aussi à adorer. Enfin, on est content d'avoir un job qui est devenu une fatalité pour au pire, mais qui en fait est un rapport inégal. En fait, il y a un rapport de force qui est très inégal, et donc c'est aussi l'occasion de remettre l'accent sur cette inégalité, cette injustice qui est un peu au fondement de nos rapports sociaux. En fait. Oui, puis l'injustice, elle est aussi à plusieurs niveaux, parce que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette idée. Puis elle est dans l'air, mais là, bien illustrée dans un livre, mais comment en fait le capitalisme aussi, et de la façon où on est placé aussi dans la chaîne de production. Nous, on est en haut de la montagne, si on peut dire, mais comment c'est injuste aussi par rapport aux pays du tiers-monde, par rapport aux autres espèces vivantes, parce qu'on le voit évidemment avec ce qui se passe avec le réchauffement climatique, et c'est vraiment intéressant de l'avoir bien énoncé comme ça dans un livre, comme ça. Vous me faites plaisir, mais effectivement, c'est l'idée, c'est de montrer que cette croissance, cette puissance sur laquelle on est assis, elle a un prix, elle a des coûts qu'on a réussi jusqu'ici à peu près à refiler à d'autres. À d'autres ailleurs. Alors ailleurs ou aussi dans le temps. Parce que cela c'est le plus pratique, parce qu'ils ne sont pas là encore. Donc ils ne sont pas là pour râler, ils vont pas nous revenir se plaindre. Mais il y en a au sud qui finiront bien par un jour effectivement dire non, on va pas mourir dans notre coin des conséquences de tout ça. Donc ils vont bien finir un jour par revenir, un peu comme un retour du refoulé, mais les animaux aussi, qui eux n'ont pas de voix, mais aussi sont parmi ceux qui payent le plus le coût de cette incroyable accumulation. Et vous déconstruisez aussi des concepts qu'on pensait pas révolutionnaires, mais entre autres le développement durable, la croissance verte, tout ce greenwashing, en fait, vous y allez vraiment assez raide, et vous n'y croyez pas du tout, en fait.
Non, puis j'essaie de m'aventurer sur le terrain de mes adversaires, qui sont plutôt les économistes qu'on appelle orthodoxes, ceux qui sont un peu dans la pensée dominante en économie. J'essaie d'y aller avec leurs arguments à eux, pour montrer que effectivement, même quand on pense les choses telles qu'ils le pensent, ça tient pas. Ça tient pas pour des raisons historiques. On constate qu'on n'a jamais été capable de dissocier en fait cette croissance de ces impacts écologiques et de cette dégradation écologique. Et puis, on peut penser que l'avenir va aussi être un échec sur ce terrain-là pour plusieurs raisons, mais qui tiennent aussi à la dynamique de ce système économique dans lequel on est. Qu'on ne peut pas sortir, parce que là, on apprenait cette semaine, entre autres, qu'il y a des grands fonds américains, je pense, qui délaissent les énergies fossiles et qui semblent vouloir s'en aller vers les énergies renouvelables. Et selon votre livre, en tout cas, et vous n'en parlez pas directement, mais selon votre livre, c'est qu'on est toujours condamné à ce que ça ne fonctionne pas parce qu'on va être dans une logique de croissance et que même les énergies vertes, il y aura toujours des coûts associés à l'extérieur du produit même qui vont donner des effets négatifs et on ne s'en sort jamais. C'est ça. En fait, c'est les énergies vertes, c'est celles vers lesquelles on ira d'une façon ou d'une autre à un moment, ça c'est certain, mais il va falloir accepter qu'on perde de la capacité de production, en fait, qu'on ne sera pas capable de produire comme on produit aujourd'hui. C'est-à-dire que pour être très concret, ça signifie quoi ? Par exemple, qu'on pourrait être amené à accepter des formes d'intermittence dans l'accès au courant électrique, par exemple. Pas au Québec. Au Québec, on a des conditions assez extraordinaires, mais qui sont extraordinaires à l'échelle planétaire. Mais dans le reste du monde, l'intermittence, ça va probablement devenir un jour ou l'autre quelque chose d'assez normal. Aujourd'hui, c'est impensable, et on voit bien le lien qu'il y a avec nos capacités de production. Si l'électricité arrive de temps en temps, on va avoir des sérieux problèmes pour être productif. Mais c'est probablement vers ça qu'on va, effectivement. Un jour ou l'autre, que ça soit volontairement, si on renonce aux fossiles, ce qui est à mon avis très peu probable. Puis parce que vous le dites, 80% de l'énergie utilisée pour faire fonctionner l'économie, c'est les énergies fossiles. C'est le sang, en fait, du capitalisme. C'est ça. Et puis là, il y a 80%. Il y a un discours qui consiste à dire, les pétroliers sont quand même des salopards, c'est eux qui nous manipulent, etc. Et je pense qu'on peut considérer qu'ils le sont, mais ça suffit pas à expliquer, je pense, la situation dans laquelle on est, en fait. C'est que ces énergies fossiles, elles représentent, en fait, elles ont des caractéristiques qui sont extraordinaires. Donc inégalées et inégalables, en fait, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, à part si on avait la fusion nucléaire, mais cette fameuse fusion nucléaire, elle est tout le temps repoussée dans le temps, mais on n'a rien d'équivalent, en fait. Donc c'est génial, parce que c'est stockable facilement, c'est transportable assez facilement, moyennant quelques accidents. Mais ça se fait assez bien, donc en termes productivistes, c'est excellent. Et puis surtout, c'est très dense. C'est-à-dire qu'avec un petit volume, on développe un grand travail. Alors que toutes nos énergies renouvelables, la plupart, au contraire, sont beaucoup, beaucoup plus diffuses. Donc on a tout un travail à faire pour concentrer ça. Donc ça, c'est des matériaux, c'est de l'énergie, pour concentrer cette énergie. Et puis ça prend beaucoup d'espace. Beaucoup de sol, par exemple. Donc ça, c'est aussi, ça pose plein de problèmes de conflits d'usage de nos territoires. Moi, j'avais une petite question, parce qu'en fait, je me souviens, vous me corrigerez, mais il me semble que dans les années 60-70, on annonçait le choc pétrolier, le fameux moment où on avait atteint un pic et qu'à partir d'un certain moment, il manquerait tout simplement de ressources, de réserves, qu'on les viderait. Vous voyez pas ça arriver? Si, en partie, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des discours qui étaient plus catastrophistes à l'époque, mais c'est aussi pas mal de mésinterprétations à l'époque. Parce qu'en fait, là, on est assez d'accord aujourd'hui pour dire que on a effectivement atteint un pic en ce qui concerne le pétrole conventionnel, à peu près en 2006. Que pour l'instant on est sur une espèce de plateau. Donc, alors quand est-ce que ça va commencer vraiment à décliner ça? Quand on parle de pétrole conventionnel, c'est-à-dire on arrive quelque part, on creuse un trou, puis ça sort. C'est ça, c'est le pétrole états-unien au cours du XXe siècle, c'est ça, comme dans Tintin. Donc un pétrole qui était extrêmement facile à extraire. Même ce pétrole-là, il est de moins en moins facile à extraire. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de pétrole pour trouver du pétrole. Donc on s'approche là d'une limite. Le serpent mange sa queue. Et on en est très très proche avec les sables bitumineux, puisque en gros le sable bitumineux, il nous faut pratiquement un tiers. Je pense. C'est ça, il nous faut un baril pour en extraire 3, quoi. Enfin, vous voyez un peu le rapport. Donc on voit bien que là, il y a une limite qui n'est pas seulement une limite qui serait économique, c'est une limite physique. En fait. C'est-à-dire, il y a un moment où ça n'a plus aucun intérêt, quoi. Donc voilà. Donc en fait, on s'en rapproche quand même, mais en même temps, on pourrait dire qu'il nous en reste encore suffisamment pour scraper complètement la planète. Le mal est fait aussi. Donc en fait, il faudrait s'arrêter avant, notamment pour des raisons climatiques, parce que là, on a ce phénomène de réchauffement qui est quand même un des très gros problèmes qu'on a devant nous. Chose étonnante qui m'a étonné dans votre livre, Yves-Marie Abraham, c'est la grille d'analyse est marxiste, en fait. Beaucoup.
Ouais. Et moi qui a 48 ans, qui a grandi, qui est à l'université des années 90, où Marx on pensait qu'il avait été détruit par Francis Fukuyama, entre autres, dès la fin de l'histoire. On parlait plus le marxisme était caduque. Et dans votre livre, la grille vous ramenez en fait un certain marxisme en fait dans l'analyse de l'économie. Non, puis j'aime bien que vous disiez un certain marxisme, effectivement, mais je suis un petit peu plus vieux que vous, mais j'ai vécu la même chose. J'ai étudié en sociologie à une époque où Marx était étudié comme de l'histoire. En fait, c'était de l'histoire de la pensée. C'était facile. Mais il nous servait pas à penser le monde dans lequel on vivait, en fait. Et donc, effectivement, depuis la fin des années 90, début des années 2000, on voit un retour à Marx. Et effectivement, à certains textes de Marx, en fait. Donc, non plus le Marx du manifeste du Parti communiste qui fait surtout la critique du rapport de classe, de la domination des bourgeois sur le prolétariat. Ça, c'est un peu laissé de côté au profit d'une analyse qui met plutôt de l'avant l'espèce de domination de cette logique dans laquelle on est pris tous et toutes à l'échelle planétaire, c'est-à-dire cette obligation finalement de produire toujours plus pour soutenir en fait la reproduction de nos sociétés en fait. Donc cette espèce de domination de la marchandise. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Oui, ça c'est. Ou à peu près. Le problème reste là quand même. Ou toujours les mêmes qui perdent. Mais c'est plus celui qu'on met de l'avant en premier, c'est-à-dire c'est plutôt cette espèce de contrainte qui nous pèse à toutes et tous sur les épaules, c'est celle d'être productif en fait, pour que nos sociétés réussissent à peu près à se reproduire. Et ils ne le font pas. Ils ne réussissent pas. Pour l'instant, on y arrive à peu près. Regardez, je vous souhaite de manger ce soir. Enfin, on va avoir un toit quand même. Donc notre société quand même y arrive en Occident. Dans d'autres sociétés, beaucoup moins. On parlait il y a en début de semaine qu'un enfant sur 5 au Canada vit sous le seuil de la pauvreté. On peut pas dire que le système fonctionne non, mais pour l'instant, ça tient encore. Après, la question, c'est combien de temps. Mais donc voilà, c'est un Marx qui dit aussi finalement que même les bourgeois sont soumis à cette obligation-là. C'est ça, c'est une des idées fortes de la chose. C'est que oui, ils sont dans une position privilégiée, mais même eux sont contraints finalement de courir. Et c'est cette course un peu sans fin là qu'on dénonce avant tout. Vous reculez loin quand même dans le livre. En fait, vous avancez certaines idées que j'ai trouvées audacieuses, comme celle du passage de chasseur-cueilleur à sédentaire, en fait. C'est le néolithique à peu près. Et vous avancez que probablement que tout ça s'est fait sous la contrainte et que parce qu'aussi, on entend depuis longtemps que naturellement, l'être humain veut améliorer son sort. C'est un peu un ressort naturel et que le capitalisme en est l'incarnation peut-être sur le plan du système économique. Mais là, dans votre livre, vous prétendez, vous donnez certains exemples que probablement que le passage de chasseur-cueilleur à la sédentarité s'est fait sous la contrainte. Donc sinon, là, j'y vais un peu à la hache. Je dirais, je ne suis pas spécialiste de ces questions, donc à mon avis, c'est trop caricatural ce que je dis. Mais j'essaye effectivement, comme on le dit dans notre petit milieu, de décoloniser l'imaginaire, c'est-à-dire de venir questionner cette évidence que vous venez de rappeler, selon laquelle le néolithique serait un progrès considérable vers lequel tous les humains seraient précipités dès lors qu'on aurait compris comment domestiquer des plantes et des animaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, il y a des humains qui jusqu'à aujourd'hui ont refusé ça. Oui, considérer qu'il y avait une vraie régression dans ce mode de vie. Et puis je suis en train de lire un très bon bouquin édité par Lux l'an dernier qui s'appelle Les Cuivasses. On en a parlé avec Serge Bouchard ici. C'est excellent. On a une illustration parfaite de cette idée que... On ne sait pas si... Vous savez, et Serge Bouchard disait que le livre était sous-scellé. Oui, c'est ça. Bernard Arcan l'a caché, dans le fond, dans un coffre pour pas que les autorités en Amérique du Sud retrouvent ce livre-là pour retracer les cuivasses pour les éliminer, possiblement. Ce sont des nomades. On ne sait même pas aujourd'hui combien il en reste et où ils sont. C'est incroyable. Je ne suis pas à la fin du livre encore. J'imagine que j'ai vu qu'il y avait une postface récente. Peut-être qu'ils en disent un mot. Mais en tout cas, c'est une excellente illustration de ça où Arcan dit clairement ces autochtones colombiens savent très, très précisément ce que c'est qu'une vie sédentaire. Et ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent absolument pas. Ils considèrent qu'ils ont tout ce qu'il faut là où ils sont et avec leur mode de vie en fait. Donc voilà, je pense c'est une idée importante effectivement pour questionner cette évidence selon laquelle la croissance serait inscrite dans la nature humaine quoi. Et donc s'y opposer serait débile puisque ce serait aller contre la nature. Dans l'idée un peu qui sous-tend tout le bouquin et puis je dirais la critique des croissancistes en général, c'est que cette pulsion de croissance elle est inscrite dans nos sociétés et que c'est nos sociétés qu'il faut repenser plutôt que de par exemple de limiter le nombre d'humains sur Terre parce que les gens qui prônent aujourd'hui un contrôle démographique bien souvent font l'hypothèse que justement le problème vient de l'humain. Mais d'ailleurs, vous les critiquez aussi, puis c'est drôle parce qu'avant, je savais le sujet de votre livre, mais avant de le lire, je me disais, ça doit être quelqu'un qui doit être dénataliste, et pas du tout.
Non, je suis très accablé par certains discours aujourd'hui. Il y a notamment José Blanchette qui en a fait vraiment un de ses mantras aujourd'hui. Là, et je trouve ça vraiment terrible, enfin, et d'abord contradictoire, puisque un des enjeux, c'est bien la poursuite de l'espèce humaine, de l'aventure humaine. Si pour poursuivre cette aventure, il faut arrêter de faire des enfants, évidemment, on est dans une contradiction totale. Premier problème. Et puis je pense que c'est se tromper de cible, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut plutôt s'interroger sur ce mode de vie, beaucoup plus que sur l'être humain. Il y a aujourd'hui des humains sur Terre qui ont un impact écologique qui est complètement négligeable par rapport aux nôtres, alors que nous, même les plus pauvres des Canadiens, Canadiennes, des Québécois, Québécoises, ont en fait un impact qui est bien trop élevé à cause de l'organisation même de nos sociétés, de leurs infrastructures. Donc c'est ces infrastructures, cette organisation qu'il faut repenser. Autre chose étonnante dans votre livre, vous êtes assez dur avec un... En fait, au début du livre, vous parlez du travail non rémunéré que les femmes ont historiquement effectué. Avec le travail domestique. Et en même temps, vous êtes dur avec un certain féminisme qui, dans les années 60-70, a prôné un retour au travail et a nourri, en fait, la machine au lieu de peut-être proposer une rupture avec le capitalisme. Voilà, vous appuyez un peu les choses plus que moi, parce que je me permettrai pas de donner des leçons aux femmes, mais effectivement, en tout cas, c'est une erreur stratégique. Voilà, en tout cas, je rapporte un débat qui a eu lieu dans ces années-là, et puis qui a des échos aujourd'hui, parce qu'on a des jeunes féministes québécoises qui le reprennent aujourd'hui. Je pense à Camille Robert notamment, qui fait un travail magnifique là-dessus, qui a publié un très bon bouquin là-dessus sur le travail invisible, et ils font le bilan, effectivement. Elles font le bilan en disant, ce combat qui a été perdu par ces femmes qui disaient non, le gros enjeu, c'est justement ce travail invisible, c'est là-dessus qu'il faut se battre. Aujourd'hui, il faut peut-être y revenir. Il faut y revenir parce qu'on voit bien que finalement, les femmes ont perdu sur tous les plans. C'est-à-dire qu'elles continuent à faire ce travail invisible et en même temps, elles sont discriminées sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'elles sont structurellement moins bien payées. On en a une autour de la table. On pourrait lui demander son avis. Oui, c'est parce que je vous vois, Andréane, opiner du bonnet. Oui, c'est ça. En fait, je pense que ça a été très bien dit, là, c'est que les femmes sont arrivées sur le marché du travail. On a inclus les femmes dans la structure capitaliste, mais sans repasser la structure qui était déjà présente. Et donc, en fait, on dédouble le travail des femmes. Donc, non seulement on a la charge mentale, on a la charge des enfants, on a la charge du travail. Et donc, toute cette structure-là fait en sorte que ce n'est pas seulement une inclusion dans le monde capitaliste du travail, mais c'est de maintenir la structure qui était déjà là, d'inclure les femmes dans un milieu avec un discours où le travail n'est pas valorisé ou dans des sphères qui sont moins valorisées historiquement, avec un salaire moindre qui fait qu'on est toujours à la remorque. Et après, lorsqu'on prend ce cadre d'analyse-là et qu'on y met également un cadre d'analyse des féministes racisées, on voit que lorsqu'on regarde une femme blanche versus une femme racisée, on a toute une autre couche qui s'ajoute également. Et donc, effectivement, si on ne repense pas le système de façon générale, on ajoute au problème sans solutionner. Et le travail invisible demeure toujours, qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait pas d'enfants. La division des tâches au sein des couples demeure aussi problématique. Mais je pense qu'il faut arrêter de faire du ménage. On fait trop de ménage. Moi, j'arrête. C'est sale. Je l'avoue, c'est sale chez nous. C'est comme ça. J'ai 2 chats qui sont très mignons et qui perdent beaucoup de poils. Chez Fred, c'est comme ça qu'on vit. Oui, voilà. Autre thème intéressant que j'avais déjà lu ailleurs, vous allez être d'accord avec moi sûrement, mais l'annulation pure et simple, parce qu'on parlait tantôt du fait que l'hémisphère nord, à l'époque, on parlait beaucoup de l'hémisphère nord, mais les pays très capitalistes vont pelleter leurs problèmes et en fait vont aller chercher des ressources dans le pays du tiers-monde. Et vous prônez entre autres pour une annulation pure et simple des dettes extérieures des pays du tiers-monde. Une idée que j'avais déjà lue dans le livre Les Juifs et l'argent de Jacques Attali, qui démontre que lui, ça s'est déjà fait il y a très longtemps. Mais à un moment donné, c'était plus constructif de faire ça que de maintenir ces dettes-là. Et vous le proposez aussi actuellement. Et je pense que c'est une excellente idée. Ouais, là, effectivement, c'est pas du tout original, puis j'ai pas beaucoup creusé cette idée-là, mais c'est une façon de répondre notamment à une question qu'on nous pose souvent quand on défend l'idée de décroissance, c'est attendez, mais quand même les pays du Sud, on peut pas les laisser dans cette situation-là, il faut eux-mêmes qu'ils puissent se développer. Et ça, en fait, ça suppose de se raconter l'histoire de notre montée en puissance comme si elle était indépendante de l'exploitation de ces pays du Sud. En fait. Donc, s'ils sont dans cette situation-là, c'est dans une
large mesure parce qu'on les a exploités de manière éhontée. Et donc, en fait, si on fait le bilan de ce qu'on leur a pris et de ce qu'on leur a donné comme appui financier, à mon avis, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'il y a un très gros déséquilibre en leur faveur. C'est-à-dire que ce serait le minimum qu'on leur doit, mais à mon avis, on leur doit bien plus que le simple. Mais avez-vous l'impression que concrètement, on pourrait arriver à ça éventuellement? C'est effectivement la grande question. Déjà fait. Ce type de jubilé, oui, ça, on pourrait l'imaginer, mais ça supposerait quand même une évolution du rapport de force aussi, qui est pour l'instant quand même pas très favorable aux pays du Sud. On n'est pas tellement là-dedans. Non, pour l'instant, ils sont encore bien coincés. Non, pour moi, mon espoir, c'est vrai que c'est un petit peu pessimiste de voir les choses comme ça, mais c'est qu'on ait des grippages de plus en plus importants du système, en fait, notamment pour des raisons écologiques, et qu'on ait de plus en plus de mal à faire tourner ce système-là, ce système à la fois d'exploitation et de production, et que ça soit autant d'occasions à saisir pour ceux qui veulent sortir de cette logique-là, en fait, et notamment pour les pays du Sud. En fait. Pour pouvoir exploiter comme on exploite, il faut notamment avoir accès, par exemple, à du pétrole, pas très cher. Oui. Si ce pétrole-là devient... c'est ça. Mais si ça se complique, ça va être beaucoup plus difficile aussi de continuer ces politiques d'exploitation. Alors ça vaut pour les pays du Sud, mais ça vaut aussi pour nos pays. Je pense que ça va être des occasions pour justement tenter de commencer à bâtir d'autres façons de vivre ensemble. Puis c'est des choses qu'on voit fréquemment dès qu'on a une grosse crise climatique ou autre. Finalement, les humains assez vite vont essayer de se prendre en main et les autorités peuvent finalement y trouver leur compte que de donner un peu du soutien à ce genre de mesures, d'initiatives. Et je pense qu'on va aller vers ça, en fait. Moi, je me sers un petit peu du cas de Cuba, notamment, qui est intéressant, non pas comme un modèle à reproduire, mais la crise qu'a connue Cuba après l'effondrement de l'URSS. Ouais. Cuba, ça s'est traduit par la fin de son approvisionnement en pétrole, en machines, en engrais. Donc toute son agriculture est littéralement tombée. Donc concrètement, là, on a eu une crise alimentaire, même très très grave. Et c'est intéressant de voir comment ils ont affronté cette crise. C'est-à-dire qu'ils ont finalement développé ce qu'on propose nous comme programme. C'est-à-dire qu'ils ont fait une espèce d'agroécologie. Ils ont utilisé à peu près tout ce qu'ils pouvaient comme espace pour produire de la nourriture, mais pour eux-mêmes, plutôt que produire pour vendre. Et alors le fait qu'il y ait moins de pétrole a aussi obligé en fait l'État cubain à décentraliser un certain nombre de décisions. C'est assez intéressant. Donc, concrètement, ils pouvaient plus exercer leur dictature comme ils le faisaient. Donc il y a eu une forme de décentralisation. On a lâché la bride un peu parce qu'il y avait ce mur les événements énergétique. Nous l'obligeaient. Et ça, alors, et c'est un petit territoire. Parce qu'on va revenir. Je veux qu'on revienne plus tard sur le concret, les solutions, parce que vous parlez de décroissance, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait après, puis là, il y a la dernière partie livre là-dessus. Mais avant ça, je veux qu'on parle d'un autre truc, moi, qui m'a heurté quand même, parce que je suis probablement un enfant de la Révolution tranquille, mais vous dites que non seulement il faut se méfier des entreprises, mais aussi il faut se méfier de l'État. Puis je trouve que des fois, on se rapproche d'un discours un peu... Vous n'êtes pas libertarien, je ne penserais pas, mais il y a cette idée-là de se méfier de l'État, qui est dans le fond, c'est comme si l'État et les entreprises étaient deux têtes d'un même monstre, en fait, d'un hydre, et que l'État est au service souvent des corporations. J'ai l'impression que c'est ça aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas. Puis là, entre autres au Québec, on le sait avec l'État-providence, la Révolution tranquille, je pense que l'État, encore aujourd'hui, réussit à offrir un filet social qui amoindrit un peu les chocs d'un capitalisme sauvage, en fait. Non, vous mettez bien le doigt sur un des problèmes de ce débat-là. En fait, c'est plus un débat interne, même un débat intérieur chez moi. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, j'aurais plutôt tendance à devenir non pas libertarien, mais libertaire. Ouais. Donc plutôt anarchisant, on va dire. Ouais. Du fait de mes lectures et de se dire, finalement, cet État, il a souvent fait plus de mal que de bien. Alors, effectivement, sauf dans quelques circonstances que vous évoquez. Mais et effectivement, on a des débats entre nous, même en disant, non, l'État, ça reste effectivement un rempart aujourd'hui contre certains effets particulièrement désastreux ça, vous avez raison. Moi, je pense que mais ça le reste encore. Même quelqu'un comme Chomsky en fait un des seuls remparts contre le néolibéralisme. Donc on peut pas tout balancer. Et puis je vais trop vite aussi dans le bouquin. C'est correct. Mais c'est vrai qu'historiquement, on peut aussi souligner que depuis qu'on a des États, on a aussi des formes de destruction et d'injustice qui sont considérables. En fait, on n'est pas mal champion, mais on n'est pas les seuls dans le genre. C'est-à-dire que depuis qu'il y a ce qu'on appelle des civilisations, on a ce genre
genre de phénomène que je décris dans le bouquin, c'est-à-dire à la fois des rapports d'exploitation et des rapports de destruction aussi de notre monde. Donc d'où mes doutes par rapport à l'État. Et ça, c'est fascinant parce que vous en parlez. Vous parlez, en fait, je pense que c'est un théoricien français qui parle de déciviliser les gens. En fait, la civilisation pourrait être mal de par sa racine. Moi, j'avais jamais lu ça et j'avoue, ça m'a rentré dedans. Il y a tout un courant de pensée qu'on appelle les anticives. C'est comme ça qu'ils se font appeler et qui est vraiment intéressant, qui finalement qui va plus loin que nous qui défendons la décroissance, parce que nous on va finalement situer le début du problème à la révolution industrielle en disant que c'est vraiment là que les choses partent mal, quoi. Ce productivisme dans lequel on embarque, c'est là que tout s'aggrave. Eux vont dire bah non, c'est effectivement en plein néolithique, avec l'apparition des premières grandes cités, des premiers États, c'est là que les choses prennent une mauvaise tournure. Alors oui, bon, mais au moins pour la réflexion, c'est quand même assez intéressant parce que ils ont des arguments assez solides autour de cette idée que qui dit État dit notamment rapport de domination, rapport hiérarchique qui s'appuie sur l'exploitation. En fait, on peut pas l'éviter. C'est ça. Alors ça n'empêche pas de penser à un État qui ne soit pas ça. Je pense que ça reste pensable de penser une institution qui soit une institution vraiment démocratique, mais on voit quand même certaines tensions, certaines contradictions qui sont pas faciles à dépasser. De toute façon, comme le disait Coluche, si le vote changeait quelque chose, il serait illégal. C'est pas Coluche, je pense, qui disait ça, mais il l'a dit, mais il l'a répété quelqu'un d'autre. Bon, là, la dernière partie de cette entrevue va concorder un peu avec, parce que là, j'entends les gens à la maison qui font comme, OK, décroissance, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour sortir? Parce que l'idée, c'est vraiment éventuellement, et vous l'avouez, là, je veux dire, il y a quelque chose de modeste là-dedans. Vous le dites à la fin, ça va être difficile parce que l'État entreprise, l'État corporation, et cette culture-là, elle est partout. Et c'est très difficile de revenir à une époque où on pourrait être autosuffisant. Mais vous donnez des exemples, les communs, entre autres, que je trouve intéressants, parce que moi, j'ai des gens plus jeunes que moi, mais qui sont dans ce processus-là. Et c'est intense, mais il y a quand même des gens qui font des choses pour essayer de mettre des fissures peut-être dans cet édifice capitaliste. C'est vraiment la question, c'est une belle image, celle de la fissure, parce que c'est ça, s'engouffrer dans les fissures, en espérant qu'on va pouvoir les élargir et que finalement cet édifice va lui-même s'effondrer et qu'on va pouvoir construire autre chose à la place. C'est vraiment c'est ça l'espoir de départ. Et on ne peut se raccrocher qu'à ça, avec ce que j'ai ajouté tout à l'heure, à savoir que on va quand même, à mon avis, vers des formes de crise de plus en plus importantes et qui vont être des moments où ces fissures vont s'élargir en fait. Et on va sauf que les conditions où ça va se faire, ça sera peut-être pas l'idéal, alors qu'on pourrait peut-être, et vous le dites dans votre livre, commencer et pas attendre. Tout ce qu'on peut faire maintenant, à mon avis, c'est du temps gagné pour se préparer à ça, mais c'est aussi pour commencer à vivre déjà autrement. Mais c'est extrêmement difficile, c'est ce que je souligne aussi dans le bouquin. C'est-à-dire que sous le capitalisme, effectivement, on est dépossédé de notre temps, on est dépossédé de beaucoup de savoir qui serait utile pour pouvoir vivre de manière plus autonome. Et puis on est dépossédé évidemment des moyens matériels de production qui nous permettraient de vivre, de la terre, donc tout ça nous manque. Donc c'est extrêmement difficile de construire autre chose alors que tout ça... Et là, vous donnez quelques exemples et j'imagine que j'ai envie de vous entendre parce que c'est des exemples assez précis, mais qui sont à petite échelle, mais quand même qui donnent espoir. Je pense qu'on peut dire ça. C'est sûr que l'idée centrale, c'est, et puis qui est pas non plus spécialement originale, on est de plus en plus nombreux à mettre de l'avant cette idée des communs, donc comme une espèce de forme de vie sociale qui serait la réponse en fait à la question qu'est-ce qu'on fait, et qui nous sortirait en fait notamment de l'alternative dans laquelle on est coincé depuis 2 siècles entre soit une société organisée par un État qui distribue de la richesse, qui l'organise, etc., ou donc le modèle on va dire socialiste tel qu'il a existé en réalité, ou le modèle du capitalisme libéral où tout repose sur l'entreprise et des échanges marchands régulés par un État. Le commun, on sort de là et on essaye effectivement de produire par nous-mêmes, pour nous-mêmes, un certain nombre de nos besoins, en fait, de biens pour satisfaire nos besoins, de façon relativement autonome, mais en même temps en travaillant les uns avec les autres, donc selon des principes qui seraient des principes plutôt fédéralistes, donc horizontaux. C'est ça pour les grands principes, c'est ça. Concrètement, effectivement, on peut dire c'est joli, vers quoi, qu'est-ce que ça pourrait donner? En fait, on en a plein des communs déjà actuellement, puis vous en aviez
en tête, mais bon, il y en a un à Montréal que j'aime beaucoup, c'est le bâtiment 7 qui est un très beau commun dans toute son histoire, parce qu'on a une lutte de réappropriation d'un bâtiment industriel qui est à Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, c'est ça, et où clairement on conçoit ce bâtiment-là comme un espace d'autonomie. Enfin, c'est les mots qu'ils utilisent pour les gens du quartier, pour pouvoir se donner à eux-mêmes en fait des choses auxquelles ils n'ont pas accès, notamment une épicerie, puisqu'on est dans un désert alimentaire. Ils se sont créés leur épicerie pour eux-mêmes. Donc le client est également invité à être un des employés en quelque sorte de l'épicerie. Donc c'est là où on sort de cette espèce d'opposition entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. On fait les deux en fait, et c'est une façon de gagner en autonomie par rapport au système. Donc bâtiment 7, magnifique. Les clubs d'habitation coop d'habitation pour une part, mais c'est un micro, c'est encore plus petit, mais quand même, les germes sont là quand même. C'est ça, il y a les germes, avec cette limite que dans les coops, en fait, on ne fait qu'une partie du chemin. C'est-à-dire qu'on ne va pas produire, par exemple, son habitation. On va se regrouper pour pouvoir accéder à une marchandise à laquelle on n'a pas accès sinon. Donc coop d'habitation, coop d'acheteurs, en fait, d'achat. Et puis les coops de producteurs, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on se regroupe pour pouvoir produire quelque chose, une marchandise pour d'autres. Mais alors que le commun, on essaie de sortir de la marchandise. On essaie de dire non, on va se mettre ensemble pour subvenir à une partie de nos besoins, pas tous, parce qu'après, il y a aussi la différence avec la commune, où la commune, là, c'est un peu, on partage tout, ce qui n'est pas le but. Il y a eu des thèses dans certaines années, on s'est rendu compte que ça fonctionnait plus ou moins. Il y en a qui sont même devenus éditorialistes à la presse par la suite. Alors, on ne veut pas nécessairement... Et puis c'est vrai que ça demande une certaine virtuosité, quoi. C'est un peu des virtuoses de la chose. Donc non, je pense que le commun est quelque chose de beaucoup plus modeste. C'est plutôt pour certaines choses, on va se mettre ensemble, en fait. Donc on pourrait imaginer une vie au quotidien. On passerait d'un commun à un autre dans une journée. Le matin, un commun où on va produire une partie des choses dont on a besoin. L'après-midi, ça pourrait être quelque chose comme une espèce d'école communale où on partage des savoirs. Le soir, on va débattre de politique. Enfin, donc voilà, ça serait pour moi à quoi ressemblerait un peu cette vie communaliste. Et aussi, tantôt on parlait de Cuba, et j'allais dire, parce qu'il y a l'idée aussi, puis moi, ça m'a heurté. C'est-à-dire que quand on lit la partie sur les communs, on se rend compte aussi, au Québec, il y a tout en filigrane, l'idée de l'indépendance, tout ça, du territoire québécois, puis on se rend compte que l'avenir est pas du tout... en tout cas, si on se fie à votre idée de décroissance et des communs, c'est au contraire, il va falloir se rassembler dans des territoires beaucoup plus modeste. Bah oui, c'est insoutenable d'avoir, par exemple, un réseau routier comme on l'a au Québec. Ou au Canada. Ou au Canada. Le Canada est même insoutenable. Chose. Mais c'est insoutenable, en fait. Donc, alors que, par contre, on peut imaginer très bien, et vos grands-parents, j'imagine, pourraient en témoigner, on peut imaginer un Québec avec, finalement, effectivement, des biorégions relativement autonomes qui s'en sortent pas trop mal, quoi. Donc, dans la mesure où elles ne sont pas exploitées par des grands capitaux étrangers qui viennent extraire les ressources, si on se débarrasse de ça... dans l'histoire du Québec, c'est pas quelque chose qu'on est habitué vraiment à des grandes compagnies qui viennent d'extraire nos ressources pour pas faire. C'est là qu'on peut revenir sur la discussion sur l'État, parce qu'on peut aussi considérer que même cet État québécois de la Révolution tranquille, il a contribué lui aussi à cet extractivisme, à cette dépossession aussi. Donc l'idée d'un retour à un Québec où on aurait effectivement quelque chose de beaucoup plus régionaliste me paraît vraiment une idée assez sensée. Tout à fait. Bon, je termine avec une question liée à l'actualité. Il y a le professeur de McGill, Gregory Wilkinson, qui a annoncé qu'il démissionnait parce que l'Université McGill, avec son fonds de dotation, entre autres, Godefroy, nous qui avons fait de la levée de fonds pour l'Université de Montréal, mais on le savait à l'époque à McGill qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. Évidemment, eux continuent à investir dans les énergies fossiles. Vous en avez parlé au début, mais vous enseignez à HEC. Dans le fond, si votre livre connaît du succès, éventuellement, HEC va fermer. Ben non, pas forcément. On peut imaginer... Si on détruit l'entreprise privée? Mais on peut imaginer une transformation de l'usage de ces écoles, justement comme des espaces. On pourrait très bien imaginer aujourd'hui, et en gestion, on n'est pas si mal placé, une formation qui serait tournée vers, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant justement pour faire face à ces grands enjeux de l'heure, et qu'est-ce qu'on imagine comme façon de vivre ensemble, qu'est-ce que c'est que créer des communs, les faire exister. On pourrait très bien faire ça au cœur de nos programmes. Donc c'est mon but, puis ça progresse, j'ai de plus en plus d'étudiants, donc j'espère que ça va... Mais je ne sais pas si vous connaissiez le professeur Wilkinson de McGill. Oui, je le connais. On fait partie d'un même groupe d'ailleurs de recherche là, qui travaille en éthique environnementale et éthique animale. Donc je le connais pas très bien personnellement, donc j'ai pas vu venir sa décision, mais il y avait une réunion il y a quelques jours du petit groupe justement pour voir comment aider ce professeur qui a pris cette décision courageuse. C'est assez énorme, oui, tout à fait.
Donc je sais pas qu'est-ce qu'il a comme parachute par ailleurs, mais c'était assez inattendu. Maintenant, après, est-ce que cette histoire de désinvestissement, c'est là-dessus qu'il faut se battre? Moi, je suis pas forcément convaincu, parce que là on parle de désinvestissement sur le marché secondaire. En fait, on n'enlève pas des sous aux pétrolières en faisant ça. Donc c'est sûr qu'on envoie un signal, mais donc c'est au moins symbolique. Il y a quelque chose qui est intéressant, mais je pas sûr que ça soit le plus efficace, à mon avis. Il aurait été plus efficace à rester à l'intérieur, comme on dit souvent, de rester à l'intérieur de la bête. Peut-être. Bon, ça je ne jugerai pas, mais en tout cas, en termes d'efficacité, je pense que des luttes autochtones pour empêcher certains pipelines, ça me paraît beaucoup plus... C'est beaucoup plus gênant pour les pétrolières, et puis c'est plutôt eux que j'irais soutenir. Ouais. Ben écoutez, Yves Marais, vraiment, merci d'être venu nous parler de votre livre « Guérir du mal de l'infini ». Produire moins, partager plus, dessiner ensemble. On va mettre les coordonnées sur la page Facebook de... J'aimerais vous inviter à mettre tout ça en pratique et à me prêter ce livre tout de suite. Voilà. Vous allez voir, il y a beaucoup d'annotations. Est-ce qu'un écrivain peut survivre si on se prête son livre? Ben, si on lui donne un panier de pommes en échange, je pense que oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris tout ça, là. Mais cela dit, on va mettre toutes les coordonnées sur la page Facebook. J'aimerais que les gens découvrent ce livre parce que au début, on est très... moi, j'ai été heurté, mais ça reste après ça. C'est-à-dire que j'y repense encore et je pense que ça va avoir... C'est facile à dire comme ça, non, mais je pense que ça va avoir un impact sur la suite. Pour moi, comment je vais voir comment on évolue dans cette société-là. Ça fait ça. C'est un livre vraiment... Je pense que c'est un livre qui plante des graines. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un livre? Des images. J'aurais pris quelques images. Non, c'est pas vrai. Une chandelle? Une chandelle. Oui. Mon Dieu. Et merci encore une fois. Vous restez avec nous jusqu'à la fin? Oui. Il reste juste 3 chroniques. Ça va mais merci de votre lecture, très attentive. J'essaie de faire ça. Non, vraiment, c'est la moindre des choses. Je suis vraiment impressionné. Je vous remercie beaucoup. Ça me touche. C'est la signature de l'animateur dont la balado porte le nom. Voilà. Merci. Ben, Mathieu Bellil, on va rester dans le thème de la décroissance parce qu'il y a un écrivain français qui va décroître, je pense, dans les prochains... C'est très paradoxal parce qu'il décroît. Alors, on parle de Gabriel Matineff, la fameuse affaire Matineff, un écrivain qui, au fond, n'était pas tellement connu avant qu'on parle de tout récemment de ce scandale, de ses relations pédophiles. Là, je vous ai demandé d'en parler parce que vous avez fait un texte très intéressant dans Le Devoir. Là, je sais qu'on en a parlé beaucoup. Il est aussi paru dans la presse. Oui, dans Le Devoir. Mais non, mais je le dis, c'est juste pour honorer mes... Non, mais je comprends, vous mangez à tous les râteliers. Mais... Partout. Anytime. C'est le système qui veut ça. On n'a pas le choix. Avant de le détruire, il faut faire ça. Mais je trouvais que la réflexion est intéressante. Et bon, je sais que tout le monde en a parlé, mais je pense que c'est un sujet qui est très important parce que il va y avoir d'autres cas comme ça éventuellement. Ou en tout cas, les choses vont changer. Mais je trouvais votre réflexion intéressante. Alors, on vous écoute. Oui, bien écoutez, d'abord... ce qui est très paradoxal, on dit qu'il décroît, mais paraît-il que ces livres se vendent beaucoup. Ça ne m'étonne pas. Depuis le début de cette affaire, que dans les bibliothèques, on réserve les livres. Sauf à la grande bibliothèque, où on ne pourra plus. Oui, quelques-uns. Oui. Mais alors, c'est très paradoxal. Et puis, ça rappelle une chose, ça me rappelle un vieux professeur de l'Université de Chicago où j'ai fait quelques études qui racontaient, Thomas Pavel, qui disait « La littérature est née de notre besoin humain de commérer, du commérage, notre amour du commérage. » Au fond, pourquoi on aime la littérature? Pour pouvoir voir ce qui se passe dans la chambre ou derrière le rideau. Madame Bovary. Il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose d'un peu pervers là-dedans. Il faut l'admettre. Oui. Et de voyeur, en fait. Oui. Puis, la littérature, il faut quand même se rappeler que c'est pas parti sur des bases particulièrement saines. C'est-à-dire? La première grande tragédie, c'est Oedipe Roi, c'est-à-dire l'histoire d'un homme qui tue son père sur le chemin qui le mène à Thèbes et pour ensuite coucher avec sa mère et faire des enfants. Et au moment de la découverte de ses crimes, il va se crever les yeux. Alors, c'est vraiment une très, très belle histoire, très édifiante. Non, mais ça nous rappelle quand même que la littérature est là aussi pour explorer les zones sombres de l'humanité, pour se poser aussi des questions qui sont sans réponse, dont celle du mal. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de ne pas reconnaître l'existence de certaines horreurs. La question qu'on peut se poser, pourquoi diable, maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait, puis qu'on les extraits de ces journaux, de ces romans, de ces chroniques, parce que jusqu'à tout récemment dans Le Point, le magazine très respecté Le Point, Gabriel Matineff défendait publiquement dans des chroniques
La pédophilie. Là, il disait... Et puis il disait, en fait... C'était pas le seul aussi, là. Non. Il y a eu Frédéric Mitterrand, d'ailleurs, hein, le frère de l'autre, qui a été ministre de la Culture en France. Mais c'était ça un peu. Il défendait ça, puis il s'ennuyait même de l'époque où le mot pédophile n'existait pas. Hein, c'était une belle époque, hein, etc. Et peut-être avant que moi, je propose quelques remarques sur pourquoi peut-être ce serait intéressant d'entendre un extrait d'un témoignage d'un écrivain qui s'appelle Christian Lehmann. C'est pas un écrivain qui est très connu, mais c'est quelqu'un qui a connu de près Matzneff et qui nous en livre un petit portrait. Dans lequel il explique que des années après, il la croise dans un restaurant, je crois. Elle est avec un jeune homme de son âge, elle doit avoir 22-23 ans, elle est avec un jeune homme barbu de son âge. Et là, d'un seul coup, sans qu'il s'en rende compte, Matzneff se dévoile. Il explique que maintenant, alors qu'elle était Vierge Immaculée quand il l'a connue, elle a été ramonée par les kilomètres de verges d'hommes qui ne sont pas lui, et qui sont donc des rivaux. Et on se rend compte que c'est juste un gros connard masculiniste, qu'il a peur des autres hommes, qu'il a peur d'être comparé, et donc être l'initiateur d'un gamin vierge, c'est parfait pour lui, et qui déteste les femmes. C'est un vrai pervers narcissique, c'est-à-dire amener les gens à penser comme lui. Et donc, c'est un manipulateur de très grande force, et il a mis une grande partie de son intelligence, qui n'est pas nulle, à amener les gens à se rapprocher de lui. Moi, je dirais... Au moment où tous ces gens se réveillent et se rendent compte qu'ils ont aidé et facilité un pédocriminel, parce qu'en fait, en l'amenant à la télévision, en le vantant, etc., ils ont normalisé sa présence et ce qu'il faisait, ces gens se retrouvent face à eux-mêmes et ça leur est très difficile. En fait, je pense que c'était accepté par tout le monde, parce que, spoiler, parce que c'était accepté par tout le monde. Je sais que la phrase, elle est ridicule. C'était accepté par tout le monde parce que c'était accepté par tout le monde. Intéressant. Ouais. Oui, et parce qu'il faut quand même mettre en perspective le fait que tout ça s'est passé en France. La culture est un petit peu... Je suis pas sûr qu'on aurait pu voir ça ici. Non. C'est-à-dire que en France, il y a une certaine liberté dans la... On se permet souvent d'étaler un peu au grand jour sa vie sexuelle. Oui. On aime provoquer. Oui. Hein? Oui. Donc ça, il y a une différence là-dessus. Il y a quelque chose de peut-être plus pudibond en Amérique du Nord. Oui. Aux États-Unis, puis même ici, même au Québec. Oui. Même si, quand même, il faut le reconnaître, il y a aussi ici des auteurs, des écrivains qui ont écrit des textes particuliers des fois. Bon, et là, ça nous amène à Yvan Godbout. L'auteur d'Hansel et Gretel, c'est encore la cause n'est pas terminée du tout, en fait. Et il y a même une pétition aussi qui circule. Mm-hmm. Peut-être nous étaler un peu les différences entre les deux. C'est qu'en fait, une des raisons pour lesquelles je suis intervenu en écrivant ce texte dans Le Devoir et dans la presse, dans la presse c'est que je trouvais que c'était un cas clair. Oui. Je trouvais qu'avec Matzneff, on pouvait finalement tracer une ligne en disant là, c'est inacceptable. La grande différence entre Matzneff et Godbout, et ça nous ramène un peu à ma référence du début sur Oedipe Roi, c'est que dans le cas de Matzneff parle de faits réels, de personnes réelles, de personnes existantes et d'actes qu'il a commis sur des personnes existantes. Et probablement d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles il a été toléré et même respecté. Je vous rappelle qu'en 2014, il a gagné le prix Renaudot, ce qui n'est pas rien. Et ce qu'il nous dit quand même, c'est ça le paradoxe de l'humain, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de talent, ce gars-là. Mais ça n'empêche pas tout ce qu'il a fait. La différence, c'est que Godbout, j'ai pas lu Godbout en passant, fait que je peux pas en parler. On n'a pas pu, ils ont tout enlevé. Ben non, mais je peux pas dire que j'ai une sympathie particulière pour ça. Là, je veux pas nécessairement entrer dans la tête d'un homme qui écrit des textes comme ça, mais la différence, c'est que Godbout, c'est de la fiction. Oui. Ça ne se passe pas vrai. Sauf que la loi ici ne fait pas la différence. C'est-à-dire que... La pornographie juvénile n'a pas à être réelle ou fictive. C'est qu'aussitôt que tu décris des actes qui mettent en scène un adulte avec un enfant et que c'est graphique, c'est-à-dire que on est... Fait que là, il y a peut-être une job d'édition qui n'a pas été faite, sincèrement. Il y a peut-être une job d'édition qui n'a pas été faite. Il y a aussi des questions qu'on peut se poser, par exemple, parce que la plainte, au départ, elle vient d'une personne qui est dans un Costco. Oui, c'est une enseignante. Qui cherche des livres pour sa classe. C'est ça. Là, elle est dans le Costco, là, puis là, elle ramasse ça sur une tablette. Oui. Et je pense qu'une partie de sa plainte vient
du fait qu'elle se dit, mon Dieu, comment ça se fait qu'un livre pareil peut se retrouver à la portée du premier livre? Ça serait jamais arrivé dans un commun, ça. Ben non. Hein? Dans une librairie non plus. Elle aurait été en train de faire la vaisselle ou en train de faire une tâche utile. Elle n'aurait pas eu le temps de fouiller dans un livre. Mais dans une librairie non plus, c'est peut-être aussi... Et là, c'est peut-être un problème que Costco vende des livres aussi et que les livres soient des marchandises interchangeables. Et il n'y a personne qui s'est posé la question chez les acheteurs chez Costco. Là. Ouais. En tout cas, c'est un autre problématique. Un bon libraire aurait orienté cette madame-là peut-être vers d'autres livres. Oui, sans doute. Je pense qu'il y a des bonnes chances. On peut miser là-dessus. Cela dit, je suis pas sûr que... Je pense que... En tout cas, peut-être la plaignante aussi, vous avez raison, c'est qu'elle trouvait que ça n'avait pas d'allure qu'un livre soit vendu chez Costco. Je pense pas que je suis pas sûr que c'est elle qui a été choquée parce qu'elle a lu. Là. Je ne veux pas prêter d'intention, mais je pense que la plainte vient de là. Elle a probablement été choquée parce qu'elle a lu, parce que ça devait être choquant. Oui. Mais ça, c'est pas grave. Ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire que là, à un moment donné, c'est de la fiction. Oui. C'est pas des... Contrairement, encore une fois, à Matineff, dans l'histoire, d'après ce qu'on comprend, là, parce qu'encore une fois, j'ai pas lu, okay, je le répète, on fait pas l'éloge de la chose. Au contraire. Même au contraire. Oui. Et la personne qui commet des actes pédophiles et violemment, paraît-il, assassinée, on est dans tout le contraire de Matineff qui défend, en fait, un art de vivre. On pourrait peut-être se poser la question, je sais que par exemple pour la musique, pour des films, il existe des mentions de restrictions. Oui. Je ne sais pas s'il faudrait... C'est la femme d'Al Gore qui nous a donné ça. La femme d'Al Gore? Oui, c'est qui avait piloté une commission. Typer Gore qui avait piloté une commission dans les années 80 parce qu'il y avait eu des suicides d'adolescents aux États-Unis qui, en écoutant de la musique. Entre autres, Judas Priest. Là, ils ont fait une commission pour voir est-ce qu'effectivement les paroles de chansons heavy metal peuvent pousser les gens à se suicider. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, le père Régimbald qui faisait des conférences dans les écoles puis qui disait qu'il y avait des messages subliminales. Oui, il faisait jouer de la musique à l'envers. Et là, on entendait « Tue ton père ». Oui, ça, on parle de 83-84. Et il y a eu une commission. Et à partir de là, il y a eu les parental advising sur les advisory. C'est ça, voilà. C'est la femme de c'est sur le modèle des régies du cinéma qui faisait déjà depuis longtemps. C'est une forme de censure de contrôle. Oui. Alors, peut-être qu'il y a lieu pour ce genre de cette affaire. On verra en tout cas comment le cas Godbout est un cas en particulier. C'est un cas isolé, en fait. C'est un cas isolé. C'est un cas intéressant du point de vue intellectuel et du point de vue de la loi. On verra ce qui va en sortir. Je voudrais peut-être... il me reste du temps? Oui, il me reste du temps. OK, bon. Alors, je voudrais peut-être quand même souligner une chose. C'est qu'on pourrait aussi se demander, c'est quoi est-ce que l'auteur est obligé de condamner? Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que... s'il écrit quelque chose de... Oui. Parce que quand, par exemple... Vous savez, des procès pour des livres, c'est pas nouveau. Hein? Oui. On sait, par exemple, qu'en 1858, à peu près, Mme Bovary... Il faudrait que je vérifie mes dates. Oui. Mme Bovary a fait l'objet d'un procès. Oui. Parce que, et là, c'est très intéressant, la raison pour laquelle on poursuivait Gustave Flaubert, l'auteur... C'est que le roman était ennuyant? Ouais, peut-être. Un peu longuet et pudique, mais chacun ses goûts. Hein? Mais je vous concède, Fred, que c'est un peu long et qu'il ne faut surtout pas mettre ça au programme au cégep. Non, mais voilà. Eh boy, ça, c'est un passeport pour le suicide. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mme Bovary, on le sait, c'est une femme qui s'ennuyait auprès de son mari Charles et qui décide de vivre des aventures. Ouais. Hein, puis elle trompe, avec Rodolphe et les autres. Ouais. C'est pas ça que le procureur reprochait à Flaubert. Ce qu'il reprochait à Flaubert, c'est que Flaubert n'ait pas explicitement condamné l'attitude de Bovary et que même dans sa narration, puis là c'est très technique, il faisait le style on appelle ça la narration, le style indirect libre, c'est-à-dire que la parole de Madame Bovary se confondait avec la parole du narrateur. Comme si le narrateur, autrement dit, il épousait le point de vue de Madame Bovary sans le dire. Et c'est là-dessus que ça s'est joué. Puis finalement, la bonne nouvelle,
pour Flaubert et sans doute aussi pour nous, c'est qu'il a gagné son procès. Il a fallu quand même qu'il y ait 4h30 de plaidoirie de son avocat. Wow. Mais Pinard, Ernest Pinard, qui est très célèbre, c'était le procureur de la République. Il s'est tout de suite tourné contre Baudelaire et les Fleurs du Mal. Puis il a gagné contre Baudelaire. Ah ouais. Et des poèmes, j'ignorais qu'il y avait eu des procès comme ça. Contre les Fleurs du Mal, il y a un procès qui a été remporté. Et vous savez, il y a des poèmes de Baudelaire qui ont été interdits jusqu'en 1949. Ah ouais. Les poèmes des Fleurs du Mal. Et Baudelaire a été quand même condamné à 300 francs d'amende à l'époque, ce qui était beaucoup pour c'était une fortune pour un homme qui tirait le diable par la queue. Oui. Peut-être un dernier point. Oui. On peut aussi voir que des fois, malgré tout ce qu'un auteur peut faire, malgré ses intentions, malgré son point de vue, qu'il soit ceci ou cela, l'auteur perd le contrôle de son œuvre. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant quand on parle du fameux cas de Lolita, le roman de Nabokov. Oui. Lolita... Paru en 55? Paru en 55. Oui. C'était à l'époque, ça a été considéré tout de suite comme un grand livre. Oui. On considère aujourd'hui qu'on lui donne cette appellation contrôlée, qui est The Great American Novel. Oui. C'est dans les grands livres. Et tout récemment, il y a eu un palmarès des écrivains américains qui disaient c'est le chef-d'œuvre du 20e siècle de la littérature américaine. Ce qui est ironique, c'est que ça a été écrit par un Russe qui n'avait pas pu vivre en Russie, qui a quitté justement un monde rempli de communs, mais enfin un petit peu plus communiste. C'était des communs intenses. Bon, c'était un petit peu intense. Staline, ça y allait par là. Bon. Alors, c'est intéressant parce qu'il se passe avec Lolita, ce qui s'est un petit peu passé avec d'autres personnages, des fois, dont l'auteur perd le contrôle. Quand on dit aujourd'hui une Lolita dans la culture populaire, ce qu'on veut dire, ce qu'on entend, puis là j'espère que c'est pas juste moi qui pense ça, parce que je vais mal paraître, mais on parle d'une jeune fille consciente de ses charmes. Qui joue avec ça. Qui joue et qui devient tentatrice, un peu comme dans American Beauty, là, d'ailleurs qui met en vedette Kevin Spacey, le très fréquentable Kevin Spacey. American Beauty, la cheerleader, qui est comme... Puis ce qui est très beau dans ce film-là, d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné... Qui est joué par Mina Suvari, je pense. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que c'est très beau parce qu'à un moment donné, vous vous rappelez peut-être de la scène où elle a l'air de la tentatrice, puis à un moment où Kevin Spacey l'embrasse, tout à coup, toute son innocence apparaît. Et ça m'amène peut-être à revenir sur le vrai sens que Nabokov donnait, ou la vraie personnalité que Nabokov donnait à Lolita. Il ne voyait pas Lolita comme une tentatrice. Oui. Mais on a un extrait. Oui. Je pense que ce serait intéressant parce qu'on a commencé avec Matinev qui est allé à Pivot, mais Nabokov est allé à Pivot aussi dans les années 80 pour présenter un autre roman et ils ont reparlé de Lolita. On va l'entendre, on va le commenter après. Eh bien, Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de l'immonde Monsieur Humbert. Humbert. Oui, à qui elle demande une fois, est-ce qu'on va toujours vivre comme ça en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d'Aubert? Le personnage de la nymphette que j'ai inventé en 55 a subi dans l'esprit du gros public. Non seulement la perversité de cette pauvre enfant a été grotesquement exagérée, mais son aspect physique, son âge, tout a été modifié par des illustrations dans des publications étrangères. En dehors du regard maniaque de M. Humbert, il n'y a pas de nymphette. Lolita, la nymphette, n'existe qu'à travers la hantise qui détruit Humbert. Et voici un aspect essentiel d'un livre singulier qui a été faussé par une popularité factice. Alors, c'est assez clair. Et on va sûrement mettre le lien, parce que là, on a le son seulement, mais on peut voir l'image. Je veux dire, c'est en 85, 86, je pense qu'il est venu. Et il faut voir au début la phase de Pivot qui, lui, est persuadé que non, c'est une nymphette très, très franco-français. Comme puis c'est le même ton qu'avec Martinez, justement. C'est ça qui est frappant. Tout à fait. Puis là, il est prêt. Il dit, on va rire, on va rigoler ensemble de cette pauvre fille, puis c'est pas ça du tout. Non. Alors, en terminant, Mathieu Bellil. En terminant, tout ça pour dire que je pense qu'avec on a beaucoup de débats ces dernières années sur les limites à placer. Et c'est certain qu'il faut s'inquiéter
on peut s'inquiéter quand même d'un certain danger qui serait de tomber dans le procès, la folie du procès. On aime ça. Il y a eu récemment là, un chroniqueur qui dit dans tel autre journal, tel chroniqueur ne devrait pas prendre la parole là-dessus. Puis bon, puis là, on aime ça se lancer un peu des interdictions. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas tomber dans le piège de la supériorité. Mais il me semble que dans le cas de Matzneff, c'est pas vraiment une question d'être dans la supériorité. C'est simplement qu'on est en train, je pense, de retrouver un peu de bon sens. Oui, tout à fait. Ben, merci Mathieu Bellil pour cette réflexion. Bon, là, on a une nouvelle voix autour de la table, Andréane Bissonnette de la chaire Raoul Dandurand. Et là, on va raconter un peu... là, il y a Julie Pierre qui est au Texas pour plusieurs mois. Oui. Qui est en stage de recherche, c'est ça que j'ai compris? Exactement. Donc, en fait, on a changé de place. Oui. Moi, à l'automne, j'étais au Texas pour un séjour de recherche. Oui. Puis là, Julie Pierre est partie il y a Qu'est-ce qu'il y a au Texas? Qu'est-ce qui se passe au Texas? Plusieurs choses. Le Texas, c'est un État très intéressant. C'est un État qui est perçu comme étant républicain, très rouge. Oui. Puis, on arrive là-bas et on se rend compte qu'en fait, le Texas est beaucoup plus mauve que notre perception qu'on a d'ici. On va avoir fait 2 parties différentes. Moi, j'étais à El Paso, qui est vraiment à la frontière entre le Nouveau-Mexique, le Texas et le Mexique. Oui. Et Julie Pierre, elle est à la College Station, qui est plus proche de Dallas, donc un peu plus à l'est de l'État. Et en fait, c'est vraiment c'est un énorme État et il y a beaucoup de dynamique à l'intérieur. Donc, pour des politologues comme nous, c'est fort intéressant. C'est un beau terrain de jeu. Et là, quand Julie Pierre disait, pendant que je vais être au Texas, c'est Andréane qui va me remplacer. Là, je vous ai écrit, là, je vous disais, hey, faites-nous donc un résumé de l'Iran. Et là, on m'a remis à ma place. On a fait, wow, ça marche pas de même. C'est ben trop, c'est plus complexe. Et là, vous avez proposé quelque chose d'intéressant, entre autres, parce qu'il va y avoir plusieurs sujets, mais parce que tous les autres médias ont parlé de la crise iranienne. Tant mieux. Je dis, la balado n'a pas cette prétention-là, mais nous, on va aller un petit peu dans les zones plus... Je dirais pas les zones grises, mais oui, on peut dire ça dans le fond. Entre autres, Impact peut discuter de la fluidité, en fait, aux frontières, voilà. Oui, exactement. Et c'est un des éléments qui a été très peu discuté dans les dernières semaines. Donc, je trouvais que c'était intéressant de faire le pont entre les questions frontalières qui ont également eu beaucoup de traction dans les dernières semaines et la situation en Iran, histoire de voir comment tout est un peu dans tout également. Et donc, les inquiétudes qui ont été créées par la situation entre l'Iran et les États-Unis ont eu des répercussions à l'international. On se posait beaucoup de questions par rapport à la sécurité internationale sur les impacts à court, moyen, long terme de cette situation-là. Mais en fait, pour certaines personnes, les impacts ont été immédiats et ont été très concrets. Si on se rapporte aux jours qui ont suivi l'assassinat du général iranien, on était alors en pleine période de grands déplacements. C'était les fêtes qui se terminaient. Donc, il y a des gens qui étaient à l'extérieur des États-Unis qui revenaient à la maison en vue du retour à l'école, du retour au travail. Et dans la région, entre l'État de Washington et la Colombie-Britannique au Canada, on a eu une situation particulière qui a été rapportée par le New York Times le 5 janvier dernier, où des gens se sont présentés à la frontière et on a eu une arrestation de un peu plus de 60 personnes qui sont irano-américains et américaines, qui ont été en fait interpellées à la frontière et pour la majorité des gens, c'était le business as usual. On traversait la frontière, on répondait à 2-3 questions de où on est allé, qu'est-ce qu'on a fait et combien de biens on rapporte. Ouais. Pour ces gens-là, on a été renvoyés en seconde inspection. Donc, en fait, c'est le moment où votre véhicule doit aller se stationner sans motif. On leur a demandé d'aller à l'intérieur et d'avoir plus de questions qu'à l'habitude. Et ces gens-là se sont fait questionner sur leur position politique et sur leur allégeance. Donc, on peut extrapoler allégeance, notamment sur la question de la religion. Et juste pour vous illustrer la situation, il y a le cas d'une mère qui était particulièrement frappant. Elle voyageait avec ses enfants et elle s'est fait donc demander de se déplacer en seconde inspection. Mais comment est-ce que vous expliquez à vos enfants que vous êtes pris dans un poste frontalier pendant de nombreuses heures? Comment vous expliquez à vos enfants qu'en fait, vous devez avoir cette discussion-là que tant de parents aux États-Unis ont à avoir avec leurs jeunes de plus en plus jeunes, qu'aux États-Unis, avoir la peau foncée ou avoir un nom étranger, à connotation étrangère, faites-vous un suspect, faites-vous une possible menace, alors même que votre passeport confirme votre citoyenneté états-unienne. Et donc, en fait, même si les voyageurs ont été relâchés, cette situation-là dénote d'une part des impacts immédiats que les relations internationales peuvent avoir sur le quotidien d'individus. On parle souvent des relations internationales comme étant 2 États qui se parlent. Oui, une espèce de non-lieu
où les diplomates et les politiciens, il y a des impacts réels. Exactement. Et donc, cette situation-là permettait de voir comment, alors qu'on discutait au niveau international, comment, dans le quotidien, il y avait des impacts qui étaient réels et mesurables. Et donc, ça souligne également, de l'autre côté, l'étendue des pouvoirs discrétionnaires des agents frontaliers dans les postes contrôle, et que même si l'origine ethnoculturelle ne peut pas en soi constituer une raison pour laquelle vous êtes arrêté à un poste frontalier, ça constitue très certainement une raison pour laquelle on vous questionne davantage, le type de questions qui vous est posé également. Et donc, bien que... Et juste, parenthèse, les pouvoirs discrétionnaires ne sont pas seulement pour les douaniers américains, c'est la même chose au Canada aussi. Exactement. Hein. Donc, en fait, la zone frontalière est une zone où on peut vous poser des questions, on peut vous fouiller. Mais aux États-Unis, il y a quelque chose de particulier. Il y a une directive de 1953 du département de la justice qui autorise les agents frontaliers à mener des fouilles sans mandat dans une zone de 100 miles de la frontière, donc approximativement 160 km. Et cette zone-là est de plus en plus utilisée. Et post-11 septembre 2001, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis de l'avant. Et à la frontière sud, en fait, on a des points de contrôle à l'intérieur de cette zone-là. Donc, vous pouvez passer la frontière, puis 50 km plus loin, avoir à remontrer votre passeport et à répondre à des questions. Donc, oui, ça existe au Canada, mais à plus petite échelle que ce qui est aux États-Unis. Et donc, si on part de cette situation-là, qui est un cas très précis à la frontière qui touchait un petit nombre d'individus, on voit en fait que c'est une situation qui n'est pas anodine, qui n'est pas étrangère aux zones frontalières aux États-Unis, et qu'on peut voir des similarités avec ce qui se passe à la frontière au sud. Parce que si vous posez cette question-là à un latino-américain ou une latino-américaine à la frontière sud, de se faire questionner davantage pour la couleur de sa peau ou à cause du nom sur son passeport, ils vont vous dire que c'est monnaie courante, c'est quelque chose du quotidien. Et pour la petite anecdote, moi j'habitais à El Paso, donc pendant 4 mois, j'ai été appelée à passer des postes de contrôle frontalier sur les autoroutes. Et avec ma peau blanche et mon passeport canadien, le plus que j'ai attendu, c'est 1 minute. J'ai jamais eu de questionnement. Mais il y a des gens latino-américains, des voitures plaquées du Mexique qui étaient devant mon véhicule, qui se sont fait questionner pendant 5, 10, 15 minutes. Donc, on voit aussi la différence à ce niveau-là. C'est pas dramatique, c'est pas des emprisonnements, mais ça démontre le côté... une culture, c'est une culture, en fait, qui s'installe et qui risque de rester pour un bout aussi. Est-ce qu'on va reculer par rapport à ça? C'est des discriminations raciales qui sont là et qui sont ancrées dans une histoire aux États-Unis. La couleur de votre peau a une grande incidence sur la façon dont vous êtes traité au sud de notre frontière, mais c'est quelque chose qui est très problématique et qui doit être dénoncé, qui doit être mis de l'avant, parce qu'en fait, si vous mettez... Il n'y a pas de problème à mettre les questions, mais si vous mettez 20 questions pour une personne, vous mettez 20 questions pour l'autre, indépendamment de la couleur de sa peau. Et donc, si on revient à la question de la frontière, lorsqu'on va au sud, c'est quelque chose qui est très présent, qui fait partie de notre quotidien. Et dans les dernières semaines, alors que tous les yeux étaient tournés vers l'Iran, on a eu 3 décisions importantes à la frontière mexicaine-états-unienne qui vont avoir des impacts dans les prochains mois. Donc, d'un côté, on a eu 2 jugements qui favorisent la construction d'un mur à la frontière mexicaine-états-unienne. Dans un premier cas, il y a un juge qui a autorisé la construction d'un mur privé. Donc, oui, un mur qui est financé par des intérêts privés pour protéger des intérêts sécuritaires privés, qui se base en fait sur un modèle qui a été mis en place à El Paso. Donc, vous avez le mur à El Paso qui arrête à un certain moment et une personne privée a décidé de construire sur ses terres un mur sur le même modèle que celui construit par le gouvernement. Et donc, on a un autre cas où un second mur privé pourra être construit, ce qui pose des questions quant à la sécurité frontalière et par qui peut mener cette sécurité-là, parce que on a eu des problématiques dans les dernières années de milices citoyennes aux États-Unis qui prenaient entre leurs mains de contrôler l'immigration non documentée. Et là, ça crée tous des questionnements par rapport à la sécurité des migrants non documentés. Ou est-ce que vous avez quelqu'un qui est armé? Les migrants non documentés, c'est des sans-papiers, en fait. Exactement, mais qui ont des papiers, donc c'est pas les mêmes mots qu'on utilise entre l'Europe et l'Amérique. Mais donc des personnes qui rentrent entre les points d'entrée. Et ça pose donc des questions sur qui peut prendre entre ses mains cette responsabilité de la protection de la frontière. Donc, on a ce jugement-là qui vient autoriser des intérêts privés et des contrôles privés. Et dans un autre cas, on a un juge au Texas qui a autorisé la poursuite de la construction du mur dans la Rio Grande Valley, donc qui est une région au sud du Texas, très proche du golfe du Mexique. Et conséquemment, mardi, l'administration Trump a annoncé un détournement de 7,2 milliards
de dollars de fonds du Pentagone vers la construction du mur à la frontière. Donc, en fait, ça servira à financer environ 1425 kilomètres de murs. Pour vous donner un ordre de grandeur, la frontière est de 3145 kilomètres et on a actuellement... La frontière... mexicaine-états-unienne. Oui, okay. Oui. Et actuellement, on a environ le tiers qui est muré, soit 1100 km. Donc, on viendrait plus que doubler la longueur du mur et murer presque l'entièreté de la frontière. Évidemment, ça, c'est pas sans impact pour à la fois les propriétaires terriens, parce que dans la Rio Grande Valley, puisque vous avez le Rio Grande, qui est la rivière qui passe là, la terre n'est pas nécessairement adéquate pour construire une telle construction proche de la ligne frontalière. Donc, parfois, le mur est à des kilomètres à l'intérieur des terres américaines. Donc, on vient avoir des terres privées qui sont extramurées. Et donc, l'accessibilité aux terres qui sont souvent agricoles dans cette région devient beaucoup plus compliquée. Donc, on a des conséquences à ce niveau-là, mais on a aussi, on en parlait tout à l'heure, des impacts environnementaux, des actions humaines. Donc, c'est une région où la faune et la flore est extrêmement riche. Et ce mur-là, le tracé, en fait, passerait à un endroit où on a un sanctuaire pour des papillons et également l'oslo, qui est un animal adorable qui est en voie d'extinction et dont le mur, en fait, passe sur la trajectoire migratoire de cet animal-là. Bien évidemment, si vous avez vu un oslo, ça ne passe pas à travers un mur. Et donc, on a des problématiques aussi environnementales. Mais c'est sûr que l'impact le plus visible demeure l'impact humain, l'impact sur la migration. Le mur frontalier n'a pas mis un terme à la migration parce que, comme je le disais, on a déjà une partie de la frontière qui est murée. Mais surtout, en fait, c'est que la majorité des gens qui vont à la frontière actuellement, c'est pour déposer une demande d'asile. Donc, en fait, on veut rencontrer un agent frontalier, on veut pouvoir déposer une demande. Donc, même si on construit un mur de 20 pieds de haut, opaque, ça ne changera pas le fait que les réalités au pays d'origine demeurent, l'insécurité économique, les changements climatiques et leurs impacts, les violences envers les femmes vont demeurer une problématique qui va pousser vers la migration. Et comme je disais, moi, je reviens d'un séjour à El Paso de 4 mois où j'ai travaillé sur les enjeux migratoires. Et en fait, les besoins sont beaucoup plus dans les cours de justice et auprès des organismes qui travaillent avec les migrants parce qu'on a des situations où je suis allée à la cour de justice et la première date qu'on donnait aux gens pour leur première audience était le 2 novembre 2020. Quand je suis allée, c'était en septembre 2019. Donc, c'était plus d'1 an plus tard pour la première fois qu'on va vous entendre sur votre insécurité et pourquoi vous faites une demande d'asile. Donc, même si on a un mur qui est construit, ça ne solutionnera pas cette problématique-là. On s'entend qu'il y a un symbolisme aussi dans la construction du mur. Là. Vous le dites bien, le mur est un objet du quotidien, mais c'est un objet visuel, en fait. C'est là pour vous donner un faux sentiment de sécurité. Du côté des États-Unis, alors que du côté du Mexique, c'est plutôt de renforcer et de créer de nouvelles insécurités. Donc, on a le programme Remain in Mexico qui, en fait, dit que les demandeurs d'asile sont retournés du côté mexicain de la frontière en attente de leur audience du côté américain dans les cours de justice. Mais lorsqu'ils sont retournés au Mexique, ils le sont sans lacets sur leurs chaussures parce qu'il y a une politique intérieure des agents migratoires qui enlèvent les lacets des chaussures. Mais ça, c'est comme avoir un signe néon qui dit que vous êtes migrant et que vous êtes vulnérable et que vous êtes renvoyé dans une ville où la criminalité est à des niveaux assez importants et donc, vous mettez littéralement là, un signe sur ces gens-là qu'ils peuvent être kidnappés et qu'ils peuvent être victimes d'extorsion. Exactement. Pour vous donner quelques chiffres, là, les demandes d'asile, le taux d'approbation actuellement est de 0,2 %. Donc, c'est 117 demandes qui ont été acceptées sur 56 000 déposées. C'est minime. Je pense que les gens peuvent dormir en paix. Les gens qui ont peur, là, aux États-Unis, du grand remplacement mexicain, je pense qu'ils peuvent dormir. Mais en fait, c'est problématique parce qu'on se pose la question de comment ces demandes-là sont traitées et est-ce qu'elles sont réellement traitées dans une analyse de droits humains? Parce que si vous avez seulement 0,2 % qui est accepté, c'est qu'il y a un gros problème de comment les demandes sont interprétées aussi. Et en construisant le mur, en fait, on vient rajouter à une symbolique et on vient rajouter à un désespoir et qui, en fait, est un faux sentiment de sécurité pour le côté des États-Unis, mais qui rajoute beaucoup de l'autre côté de la frontière. Mais heureusement
tout ça sera réglé peut-être aux prochaines élections avec un président ou une présidente démocrate. Exactement. Donc, on a ces zones de choc-là. En fait, on aurait pu penser que dans la campagne électorale, on en parlerait. Oui. Mais non, le débat démocrate cette semaine a tout simplement snobé la question de l'immigration. En fait, il n'y a même pas été question... Pourquoi? Parce que c'est trop explosif? Est-ce que c'est un couteau à deux tranchants? En fait, je pense qu'au niveau du Parti démocrate, les autres débats ont démontré qu'on a quand même beaucoup de points d'entente sur cette question-là. Et je pense que du côté des modérateurs, on a voulu aller sur des enjeux qui différenciaient peut-être plus les candidats parce qu'on en avait juste 6, en opposition au premier débat où on avait 2 soirées avec 10 candidats. Et de l'autre côté, on était en Iowa, qui est un État qui est moins touché par les questions migratoires. Donc, on est allé vers d'autres sujets, notamment un sujet qui, pour moi, était fort intéressant et plus que dû, qui est le rôle du genre dans les campagnes politiques. Ah, oui. Donc, on a Elizabeth Warren qui a, cette semaine, indiqué que Bernie Sanders lui aurait dit en 2018 qu'une femme ne pouvait pas gagner la campagne électorale contre Donald Trump. Et Bernie Sanders qui a... nié, en fait, sur la scène qu'il avait dit ces choses, mais on n'a pas eu un débat explosif entre les deux candidats. C'était pas la place en Iowa. Le format de vote par caucus fait en sorte que le premier choix et le deuxième choix sont presque aussi importants parce que tous les candidats qui ont moins de 15%, leurs électeurs doivent se rabattre sur leur deuxième choix. Oui. Donc, c'est pas le temps pour des grosses disputes, mais ça l'a quand même... Donc, là, il y a eu des gens éliminés. Le fait qu'il y ait seulement... Il y avait 6. Bon, donc c'est les 6 qui restent dans la course? Non, c'est ça, en fait. Dans la combien course, au total, là, de candidats? On est rendu un peu moins de 20 qui sont encore dans la course, mais c'est parce qu'on en a 6 sur la scène, parce que les normes qui ont été établies par le Parti démocrate pour être dans le débat exigent un minimum de donateurs différents et un minimum de soutien dans les sondages. Okay. Ce qui fait qu'on en avait juste 6 sur la scène. Il y a comme une présélection malgré tout qui se fait. C'est-à-dire qu'on envoie le message que c'est ces 6-là qui mènent. Exactement. Okay. Et on a eu cette semaine 2 candidats qui ont quitté la course, Cory Booker et Marianne Williamson, donc la guide spirituelle de Oprah, et Cory Booker est sénateur du New Jersey. Ça a été une petite déception pour la diversité des candidatures. On a donc Kamala Harris qui avait déjà quitté, là, Cory Booker qui quitte. Ils ont quitté pourquoi? Est-ce qu'ils ont dit? Manque de financement. Okay. Oui. Okay. Et le fait qu'ils ne se qualifiaient pas pour les débats. L'argent est très important. On n'est pas dans la décroissance dans les campagnes électorales américaines. Non, mais ça les justifie plus que jamais quand on voit quand on entend tout ça. Oui. Et donc, pour les prochaines étapes, on a moins de candidats. On a encore 2 femmes qui s'accrochent, Amy Klobuchar et Elizabeth Warren. Qui s'accrochent? Vous choisissez ce terme? Dans le cas d'Amy Klobuchar, on a moins de soutien. Dans le cas d'Elizabeth Warren, on est dans les 4 premières. Ça, il n'y a pas de doute. Amy Klobuchar a un peu plus de difficulté à avoir un soutien dans les sondages. Oui. Et donc, on a 2 campagnes qui sont assez différentes, mais donc, on regarde là, avec beaucoup d'attention les caucus de l'Iowa et les primaires du New Hampshire qui auront lieu dans les 2 premières semaines de février, où on va avoir un meilleur état des lieux de qu'est-ce qui va arriver par la suite. Mais comme vous pouvez voir, le coup d'envoi est bien lancé, le ton est donné et même si 2020 est encore jeune, cette année électorale met de l'avant les enjeux politiques autant à l'international qu'au niveau des États-Unis. Puis, ça risque d'occuper beaucoup d'espace de discussion. Et à travers toutes ces discussions-là, je pense qu'il est important de se rappeler, de prendre une pause et de voir comment les individus sont également affectés par la politique et que ce n'est pas ce gros monstre qui est en haut de nous et incontrôlable, mais qui a vraiment des effets dans le quotidien de chacun. Mais merci Andréane Bissonnette, la glace est brisée. Vous êtes maintenant chroniqueuse à la balado de Fred Savard, tout à fait. Merci, on va vous retrouver dans quelques semaines. En fait, c'est l'actualité américaine qui va avec ce qui se passe avec la course. La grosse prochaine étape, là. 3 février, les caucus de l'Iowa. Donc, on pourrait vous voir cette semaine-là. Entre le 3 et le 11. Le 11, ce sont les primaires du New Hampshire. Donc, les 2 événements sont à mettre au calendrier. On va vous entendre avant la Saint-Valentin. Voilà. On peut dire ça. Voilà. Merci, Andréane Bissonnette. Alors, Godefroy Larando, ça doit faire 3 heures qu'on vous a pas entendu. Vous êtes fatigué, qu'est-ce qui se passe?
Ben, c'est parce que Grosse semaine? Grosse semaine, oui. C'est la rentrée, puis tout ça. Oui, la rentrée, la sortie. Eh oui, mais j'ai eu le plaisir de me replonger dans ce beau travail, Fred, que vous me lancez chaque semaine, de vous faire un peu une revue de l'actualité, mais à travers ma lunette, c'est-à-dire des trucs qui peuvent peut-être passer à côté du radar, mais c'est toujours un peu... il y a toujours quelque chose à expliquer. Oui. Et c'est là que moi, je prends mon pied. Et j'avais vraiment envie de rapidement vous reparler de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Ils avaient... le ministre Carman avait demandé... en tapant sur la table. Vous m'aviez parlé d'ailleurs, c'est au mois d'octobre, je pense. En fait, il avait dit tout est sur la table, tout est possible, y compris la fermeture de l'usine de Rouyn, qui embauche 600 personnes, donc dans une petite ville, c'est très important. Et il avait demandé un plan d'action à la compagnie Glencore, donc propriétaire de la fonderie, pour réduire les émanations d'arsenic là-bas qui touchent les gens qui habitent autour. Oui. Alors, je saute les détails, puisque ce qui est important là-dedans, c'est ce que j'ai découvert cette fois-ci que je ne savais pas. Le pourcentage d'arsenic dans l'air, la pollution là-bas est très fluctuante, mais il y a des moments où ça atteint parfois 1000 nanogrammes par mètre cube, c'est-à-dire des quantités absolument toxiques et qui peuvent avoir des effets sur les gens qui habitent là. La grande question, c'est d'où vient cet arsenic-là? Et pourquoi ça a monté? Parce que finalement, ce qu'on a remarqué en mesurant, c'est que les concentrations d'arsenic ont monté. Et moi, j'avais l'impression que c'était parce qu'on intègre... Il n'y a plus de mines de cuivre autour là-bas en Abitibi. Il n'y en a plus. Et donc, on se sert de composés complexes. Il y en a deux sortes. Il y en a du bon, qui est propre, qui est relativement pur. Et il y en a un autre qui est plus scrap. Et aussi, il y a des produits du recyclage. Donc, on parle de l'économie circulaire de plus en plus. Il y a beaucoup de cuivre qui est recyclé comme ça. Tout ce qui est iPhone, téléphone, ordinateur, il y en a une partie qui prend la route de Rouyn-Noranda. Et je trouvais ça très intéressant, mais j'avais lu en filigrane que avec la montée du recyclage dans la production du cuivre, l'arsenic avait monté en même temps. Et je me dis, ça serait logique là, que dans le recyclage, il y ait de la pollution. Mais en fait, c'est faux. C'est faux. L'arsenic vient d'un problème mondial qui est que les sources de cuivre de qualité sont en train de se tarir partout dans le monde. Et en fait... voilà, j'en vois un qui sourit au bout de la table. On en a parlé tantôt. Ça devient de plus en plus. Ouais, voilà. Et donc, il y a deux sortes de concentrés qu'on utilise et il y en a un qui est vraiment dégueulasse. Et on se rend compte que c'est une minorité de fournisseurs, finalement, à Rouyn-Noranda qui fournissent du cuivre de vraiment basse qualité et que c'est seulement lorsque ce cuivre-là est traité que la pollution monte en flèche. Et donc, si on était capable d'aller réduire ces fournisseurs-là, de réduire l'apport, la consommation de cette usine-là, des composés complexes, on aurait un problème de régler. Fait que tout va bien, finalement. Mais même, non, parce qu'on ne peut pas, Fred. Le problème, c'est mondial. Même la Chine a spoté ce problème-là et a imposé à ses usines qui font de la métallurgie certaines limites de toxicité de ce qui rentre à l'usine. Dans le fond, ça ne donne rien de mettre des fils sur les cheminées puis de mettre des couverts, d'enlever un pied de terre sur les terrains autour si le problème vient de la source. Eh bien, un pays comme la Chine a allumé et a mis des normes. Et au Canada, au Québec, est-ce qu'il y a des normes là-dessus? Il y en a aucune. Et la découverte que j'ai faite, et c'est là, c'est de ça dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a seulement 5 fonderies au monde qui acceptent les composés de boîtes. Et on en a une. Ben voyons! Eh oui. Et pourquoi c'est comme ça? Ça fait rêver. Pourquoi c'est comme ça, Fred? Parce que la fonderie Horn est loin. Et elle est loin des grands centres. Et que si on se mettait à mettre des conditions, eh bien, on ferait moins d'argent et ça serait terminé, on n'en parlerait plus. Et ça, je ne le savais pas. Ben, c'est intéressant, ça, Godefroy Lorando. Et donc, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Parce que finalement, on peut rajouter toutes sortes qu'on... Parce que le plan d'action que la fonderie a fourni est très vague. Ouais. Finalement, ce qu'on dit, c'est qu'on va verdir la zone autour de l'usine pour éloigner les gens qui approchent en faisant un stationnement. Ah! Donc, c'est de l'asphalte verte? Oui, cette fameuse asphalte verte. Et on va enlever un pied de terre sur les terrains trop contaminés. Moi, ça me fait rêver. On salue nos amis de Rouyn-Noranda. Oui, vraiment, mais je voulais en parler parce que le plan est sorti, Mathieu, je vois réagir, mais le plan d'action est sorti le 16 décembre. Ah! Donc, personne n'en a parlé. Et le ministre Calment, tout le monde l'a vu réagir. Calment? C'est Calment. C'est Calment. Mais c'est Calment, c'est ça. Ouais. Non, mais il était calme. Il était très calme et il nous a rassurés. Il nous a dit la santé de la population avant tout. Ça, tout le monde l'a vu. Ça a fait le tour. Par contre, le plan d'action avec ses semi-mesures, ça, personne ne l'a vu passer. Ouais. Salut, ouais! Ça donne froid dans le dos. Oui. Bon, sur une note ça goûte froid dans le dos.
Tu couperas ça, Larry. C'est pas drôle. Oh là là. Ça donne froid dans le dos, Fred, mais sur une note un peu plus torride, avez-vous vu 37-2 le matin, vous? Ben oui. Hein? Ben oui. Vous rappelez-vous de la scène de la terrasse au début? Je me rends. C'était avec Béatrice Dalle. C'est un film de Jean-Jacques. Je me rappelle avec plusieurs Benex. scènes. Oui, mais la scène de la terrasse du début est assez torride. Je garde d'excellents souvenirs vus à la bonne époque. Oui. Et ça se termine par un oreiller dans la face pour en finir. Donc, ça va bien et ça va moins bien. Oui. Mais est-ce que vous savez à quoi c'est faisait une autre époque. Hein? À quoi faisait référence? C'est les années 80, c'est une autre époque. Ouais. Ah, c'est ça. Ce sont des gens consentants, par contre, sauf pour l'oreiller dans la face à la fin. Vous savez à quoi faisait référence le 37-2? Ben oui, la température du corps. C'est un petit peu plus pointu. C'est la température d'une femme enceinte au matin. Pas vrai? Oui, c'est ce que j'ai lu là-dessus. Mais l'important là-dedans, c'est qu'en fait, pour nous, 37 degrés, ça reste la température du corps normale. Et voilà... en CPE, c'est quelque chose qui me touche énorément parce que c'est le seul critère objectif qu'on a pour mesurer la santé des enfants. On peut dire, il est renvoyé à la maison. Il est un peu pâle, il ne suit pas bien les activités, mais quand l'enfant fait de la fièvre, on peut lui donner un médicament qui est l'acétaminophène, mais on prend la température et si on a un enfant qui aurait par exemple mal aux dents, on n'a pas le droit de lui donner de l'acétaminophène pour de la douleur. Ah? C'est interdit. On a un protocole uniquement pour la fièvre, c'est comme ça. Et donc, c'est extrêmement important, ce 37 degrés-là. Est-ce qu'on le prend à l'aisselle, dans le rectum ou dans la bouche? C'est un détail, mais on a des références. C'est un détail pas pour l'enfant. C'est vrai. Mais, donc, 37 degrés, c'est une limite très importante dans le quotidien d'un CPE comme celui où je travaille. Et là, tranche de vie, moi, l'argument chez nous, c'était si tu fais de la fièvre, tu peux rester à la maison. Et moi, de toute ma vie, je pense que j'ai fait de la fièvre une fois. Ah oui? Oui. Et j'ai jamais eu d'explication. Je fais pas de fièvre. Je me sens scrap complètement. Mais mes parents disaient « Ah ouais, à l'école, le gars, tu fais pas de fièvre. » Et là, le devoir, cette fin de semaine, vous l'avez sûrement vu passer, nous a appris que cette température de référence n'était pas la bonne. Il n'y a rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Même la science nous lâche. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux où les gens disaient « Oui, je le savais, moi, que ma température corporelle était beaucoup plus élevée ou beaucoup plus basse que 37 degrés. » Mais bon, c'est un article qui a fait réagir les gens beaucoup. Mais est-ce que vous savez d'où venait ce fameux 37 degrés? Non. Eh bien, c'est un Allemand du nom de Karl Reinhold August Wunderlich. Ah! Non, ce n'est pas Klaus Wunderlich. C'est pas lui. Non, c'est pas celui qui jouait de l'orgue dans votre salon à l'époque, dans les belles années du vinyle. Par contre, c'était un Allemand qui, en 1851, a mesuré la température de 25 000 personnes et a choisi d'établir une moyenne mesurée à 98,6 degrés Fahrenheit ou 37 degrés Celsius. Ça paraît très fiable et scientifique. Moi, j'ai écouté un podcast en 2016, un autre Freakonomics Radio que j'ai beaucoup écouté, et on racontait qu'un chercheur, Philippe Mackowiak, avait réussi à mettre la main sur le vrai thermomètre de Wunderlich. Et en fait, s'est rendu compte que c'était un outil pas mal bâtard, beaucoup trop long, pas précis. Et il avait décidé de refaire, lui, un test et s'était rendu compte que finalement, la température du corps n'était pas celle-là. Et que lui avait dit, on s'appuie si on se fie sur un truc si simple de prendre la température et qu'on donne du Tylenol pendant presque 100 ans à des générations d'enfants, finalement... Et d'adultes? Imaginez-vous toutes les autres affaires sur lesquelles on est à côté de nos affaires. Et donc, ça fait... Moi, je trouve que ça met un bémol sur la fiabilité de la science. La science, laissez-moi en douter. Dans le devoir, c'est... Sont-tu lousses de même pour les vaccins? Je sais pas. On parlait pas de ça dans le devoir, par contre, Fred. On parlait de recherches plus récentes que celle de Mackowiak. On disait simplement qu'on s'était rendu compte non seulement que la température qui avait été mesurée comme la température moyenne en 1851 était fausse, mais que les humains, eux autres, ils ont revisité 600 000 prises de température faites à 3 époques différentes de 1860, donc à peu près à la même époque que Wunderlich, et jusqu'en 2017. Et ce qu'on a réalisé, c'est que la température moyenne, si on se fie aux prises qui ont été faites, là, on suppose que c'est des bonnes prises de température. Est-ce qu'elle a changé? La température des humains a baissé, Fred, de 0,03 degrés Celsius par décennie. Ah. En tant que communauté, les humains, notre température a baissé. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ce qu'on peut en déduire, c'est... En fait, la grande question, c'est comment ça? Oui. Pourquoi est-ce qu'on... La réponse, Fred, c'est qu'on a arrêté de se battre. On a arrêté de se battre contre le froid.
nos maisons sont chauffées. On a arrêté d'être en mode inflammatoire sans arrêt parce qu'on avait des maladies des gencives ou la tuberculose, des choses comme ça. Et donc, beaucoup moins d'infections chroniques et vraiment une meilleure isolation des maisons. Donc, au fil des années. La science fonctionne. Ben, c'est déroutant. Mais je pense qu'il faut garder un certain scepticisme toujours quand on se fait vendre quelque chose, mais on déboulonne vraiment une référence importante en médecine. Donc, il y a des enfants qui ont fait de la fièvre, qui auraient dû avoir du Tylenol, mais qui n'en ont pas eu parce qu'on n'a pas réalisé que, d'une part, le 98 degrés au départ avait été mal mesuré, mais qu'en plus, la température des humains au fil des ans a baissé. Moi, ça me fascine vraiment. Là, je me pose des questions maintenant. Si on sait ça, si on est rendu à l'écrire dans le journal, c'est parce que c'est pas mal acquis. Oui. Ce serait n'importe quel autre journal, je dirais pas ça, mais puisque c'est Le Devoir, avec Mathieu écrit dedans, quoi qu'il écrit dans la presse aussi. C'est ça. Ça annule. Ça annule tout. On donne du Tylenol aux enfants qui font plus de 37 degrés Celsius en se basant sur une norme qui n'est plus validée par la science. Combien de temps ça va prendre avant que sur mon pot de Tylenol au CPE, ce soit écrit la nouvelle température, 36,6 degrés? Je me pose la question. Et autre chose, et je vais finir là-dessus, les humains refroidissent tranquillement alors que le monde dans lequel ils vivent, lui, se réchauffe tranquillement. J'ai peur qu'on finisse éventuellement par ne plus être compatibles. Oh, wow! C'est une belle finale, ça, Godefroy. Boum! Boum! Et on réfléchit. Et allez prendre votre température sur le champ. On va prendre notre température. Choisissez bien votre moyen. Oui, et votre endroit également. Merci, Godefroy. Merci à tout le monde pour cet épisode régulier. Il y a des gens qui sont contents à la maison. Merci, Mathieu Bellil. Merci, Yves-Marie Abraham. J'espère que les gens vont se garrocher pour lire votre livre. On va travailler là-dessus pour qu'il y ait une croissance des ventes de votre livre sur la décroissance. Andréane Bissonnette, merci d'être venu nous parler de votre expérience aussi. On était pas seulement dans la théorie, vous avez vécu à El Paso. C'est intéressant d'avoir un compte-rendu de ce que vous avez vécu. Maintenant, il y a un site internet pour cette balado, c'est lefredsavard.com. Vous avez tous les épisodes. Vous avez un onglet pour donner. Il y a des gens qui le font depuis qu'on l'a annoncé. Pas assez à mon avis, mais il faut le faire plus. Mais les gens qui veulent donner via PayPal, qui sont habitués, qui ont un compte PayPal, vous pouvez le faire don unique ou don récurrent par mois, des montants qui sont laissés à votre discrétion. Là, il y a des gens qui m'ont écrit, je le sais, il y a des petites fautes dans les textes. Je vais aller corriger ça cette semaine. C'est juste que je suis encore un peu dans le temps des fêtes. J'ai même pas défait mon sapin, alors on va se... Mais tout ça va être réglé bientôt. Les donateurs de la ruche, je vais vous écrire aussi parce qu'il y a des contreparties qui avaient été promis. Ils vont être faites, entre autres. Les gens qui donnaient 500$ pouvaient avoir un chauffeur de jour avec moi. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui vont venir ici également assister à l'enregistrement parce que c'était une des contreparties. Ça s'en vient. Puis là, je suis en train d'organiser la fête qui aura lieu à la fin de la saison, au mois de juin, où il y aura un enregistrement du dernier épisode de la balado devant le public. Après ça, on va finir ça en party. Fait qu'il va y avoir les détails. Aussitôt que j'ai les détails, je vais vous écrire, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous écrire bientôt. Merci d'être à l'écoute. Merci de participer sur la page Facebook, entre autres. Il y a beaucoup d'animations, entre autres avec l'épisode sur Plume. Ça fait beaucoup réagir les gens. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de prendre votre température. Peut-être que vous êtes en train de mourir.